Donc, aujourd'hui, on a le plaisir puis la chance d'être en compagnie de Jenny Hull, qui est professeure en psychologie communautaire à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup, Jenny, d'avoir accepté de participer à notre grande entrevue. C'est gentil. On pensait faire l'entrevue en 3 blocs. Puis, à la fin de chaque bloc, si vous voulez, on prendrait les questions des gens dans le chat. C'est Patricia qui ferait un résumé des questions qu'il y a dans le chat, puis on les ramènerait à Jenny. Puis, on donnerait aussi la parole à quelques personnes, là, si vous avez le goût de réagir. Donc, il y a 3 blocs. Après chaque bloc, on ferait cette participation-là de votre part. On va commencer. Hein? Alors, Jenny, peut-être d'abord te présenter. C'est quoi la psychologie communautaire? Je pense que c'est une bonne question pour commencer. Hein? Juste pour se réchauffer. Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'avoir la chance de vous rencontrer aujourd'hui. Je connais certains d'entre vous, mais pas la plupart. Merci de l'invitation, Robert. Donc, les psychologues communautaires, on est très peu nombreux au Québec, malheureusement, mais bon, c'est une forme de psychologie qui se distingue beaucoup de la psychologie que vous connaissez sans doute, là, qui consiste à faire de la psychothérapie pour traiter les problèmes de santé mentale. Donc, comme psychologue, je m'intéresse moi aussi à la santé mentale, mais de la population dans son entier. Et on essaie plutôt de transformer les environnements de vie puis les conditions de vie dans lesquelles les personnes sont plongées parce qu'on a on sait que les environnements de vie et les conditions de vie ont une influence sur la santé mentale. Donc, moi, mon focus, ce sur quoi je veux travailler, c'est les environnements de vie et aussi les politiques publiques, parce qu'on sait à quel point les politiques ont aussi une influence sur comment les environnements sont favorables ou non à la santé mentale. Donc, comme psychologue communautaire, je travaille en étroite collaboration avec différents organismes communautaires, avec différents fonctionnaires aussi, pour essayer d'améliorer les environnements de vie. Je fais aussi, comme professeur à l'université, j'enseigne, donc à la relève, et je fais beaucoup de recherche aussi, parce que pour nous, comme psychologues communautaires, la recherche, c'est vraiment une stratégie d'intervention. La manière dont on fait la recherche, ça produit des changements dans les milieux et ça produit des données aussi qui nous sont utiles pour essayer de changer un peu le point de vue des décideurs, le point de vue des politiciens sur certains enjeux clés. Et donc, je consacre beaucoup de mon temps aussi à la recherche. Alors, c'est ça la psychologie communautaire. Okay. Donc, tu t'intéresses à l'environnement des gens, puis tu dis que ça façonne un peu ce qu'ils sont. Donc, c'est pour ça que tu t'intéresses au HLM. C'est un environnement particulier, les HLM. Exactement. Mais pourquoi tu t'intéresses particulièrement au HLM, puis depuis longtemps? Oui, bien en fait, dans le fond, c'est comme psychologue communautaire, une autre facette de notre travail aussi, c'est qu'on se préoccupe plus particulièrement des personnes qui sont en situation de défavorisation socio-économique ou de marginalisation, parce que souvent, ce sont des personnes qui n'iront pas nécessairement se payer la psychothérapie à 125 $ la séance. Et donc, nous, on veut vraiment travailler avec ces personnes-là étroitement pour faire valoir leur point de vue, puis les amener dans une discussion, un dialogue pour améliorer leurs conditions de vie, leur réalité aussi. Et donc, dans ma réflexion, dans le fond, moi, je suis entrée en poste à l'université en 2009, le décembre 2009, et rapidement, je me suis demandé, dans le fond, dans quel type d'environnement je pourrais essayer d'avoir un impact intéressant, ou en tout cas, le milieu HLM m'est venu en tête assez rapidement. Moi, j'ai ma belle-mère qui vivait dans un HLM à Montréal, et aussi, bien, le HLM, dans le fond, ça fait partie du filet de sécurité que le gouvernement québécois a mis en place pour essayer de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et donc, pour moi, il y a une responsabilité gouvernementale et sociale autour des HLM, puis faire en sorte que les HLM soient des milieux qui soient promotrice de santé mentale, de bien-être pour les gens qui occupent ces milieux-là. Et j'avais le sentiment, de par l'expérience d'un peu de ma belle-mère, de ce que je connaissais, qu'il y avait peut-être des améliorations à apporter à cet environnement de vie-là. C'est un environnement de vie qui a beaucoup de force, mais aussi qui probablement pourrait s'améliorer. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la recherche. C'est vraiment en 2014 qu'on a eu notre première subvention pour démarrer avec Flash sur mon quartier, un projet qu'on a mené, là, qui est en train de se terminer. On est en train de finaliser des analyses, là, qui a été mené à travers la province dans 6 sites HLM différents. Flash sur mon quartier. Moi je connais un peu, là. Je pense qu'il y a d'autres locataires qui ont pu participer, mais peux-tu nous en parler? C'était quoi? L'idée de Flash sur mon quartier, c'était
d'animer une démarche de développement du pouvoir d'agir collectif avec des locataires qui vivent en HLM, de manière à ce qu'ils puissent vraiment se donner un plan d'action puis produire des améliorations très concrètes et tangibles dans leurs environnements de vie. Alors, c'est une démarche que, quand on arrivait dans un site, on était là pour 4 ans. Il y avait différentes étapes. On commençait par un photo voice. Alors, des locataires qui avaient envie de participer recevaient un appareil photo. Et pendant près de 2 mois, ils étaient accompagnés pour prendre des photos, pour montrer qu'est-ce qui, dans leur environnement résidentiel, favorisait leur santé mentale, puis qu'est-ce qui nuisait à leur santé mentale. Et ils en discutaient en groupe et tout ça. Et au final, ils préparaient tous ensemble une exposition publique qui a été vraiment, dont le vernissage a eu lieu dans des endroits publics, là, comme la Maison de la culture du quartier et tout ça. Donc, une exposition qui était à l'intention des décideurs et aussi des autres citoyens de leur arrondissement, de leur quartier, et qui montrait à quel point ça pouvait être quand même agréable de vivre en HLM. Il y avait des points positifs et tout ça, mais qu'il y avait quand même des besoins importants d'amélioration. Donc, pour chaque photo qui avait été retenue, les locataires faisaient une légende qui expliquait leur point de vue derrière ça. Donc, ça, c'était la première étape. Ensuite, il y a eu différentes autres étapes. Donc, une grille d'observation qui ont été complétées par les locataires. C'était toujours des démarches de groupe. Et donc, une grille d'observation, parce qu'il y a plusieurs aspects de l'environnement qui sont difficiles à prendre en photo. Hein? La qualité de l'air, le bruit, puis on avait dit aussi aux locataires de ne pas se mettre dans le pétrin, de prendre des activités illégales comme des échanges de drogue là, en photo non plus. Donc, la grille d'observation… Ça n'existe pas, ça, dans les HLM? Non, exactement. Alors, puis il y a eu une enquête… De toute façon, ça se fait à noirceur. C'est plus dur de prendre des photos. Ça se fait à noirceur, c'est dur à prendre en photo. Et donc, il y a eu toute une séquence qu'on a appelée évaluation des besoins d'amélioration du milieu, qui était vraiment faite par les locataires. Ensuite, les locataires organisaient un forum collectif où là, on conviait des partenaires de la communauté, les locataires et tout. C'était une grande fête, mais en même temps, on profitait de cette fête-là pour faire voter les gens sur les priorités d'amélioration. Suite à quoi, pendant 1 an de temps, les locataires se donnaient un plan d'action puis tentaient vraiment d'améliorer leur environnement. Et c'est là que, dans le fond, on a rencontré toutes sortes d'obstacles. Dans la volonté des locataires d'améliorer, bien, des fois, effectivement, ils avaient accès à des directeurs d'office très volontaires qui avaient envie vraiment d'être à l'écoute puis de produire les changements désirés. Puis d'autres fois, c'était pas si évident que ça. Donc, on s'est confronté à différents obstacles, il y a eu des tensions et c'est là qu'on a pu vraiment voir à quel point, dans le fond, les locataires souhaitent avoir du pouvoir sur leur environnement, mais qu'on leur laisse pas tant que ça de pouvoir, malheureusement, encore à l'heure actuelle. Donc, l'étude a vraiment montré ça, là, que les locataires, ils ont le goût de s'impliquer, ils ont plein de bonnes idées, c'est eux les experts de leur milieu, c'est eux leurs experts de leur vécu, mais ils n'ont pas toujours l'écoute nécessaire, malheureusement, pour réussir à transformer l'environnement comme ils le souhaiteraient. Ça, je pense que cette partie-là, ta conclusion, je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont tirée depuis longtemps, là, mais moi, j'aimerais ça savoir, tu parles d'action collective, d'avoir du pouvoir. Quel effet ça a sur le moral ou sur le moral ou la psychologie des gens? C'est quoi le rapport, là? En quoi le fait d'avoir du pouvoir, c'est bon, pas bon pour la santé? Bien, c'est extrêmement positif pour la santé. En fait, c'est un des déterminants les plus importants de la santé, le pouvoir qu'on peut avoir sur notre vie. Moi, j'ai une chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé. Puis, ce qu'on sait par rapport aux inégalités sociales de santé, ça, c'est le lien entre notre position sociale et notre état de santé. Mais justement, le fait d'avoir du pouvoir sur notre vie, c'est un facteur qui est déterminant pour diminuer l'impact négatif d'une position socio-économique plus défavorable sur la santé. Donc, c'est très bon. Puis, le fait d'avoir du pouvoir ensemble, c'est encore meilleur parce que la cohésion sociale au sein d'un groupe, au sein d'un environnement de vie, c'est un autre déterminant de la santé très important. Donc, il y en a 2 majeurs, le pouvoir d'agir et le capital social. On appelle ça le capital social, c'est le tissu social d'un environnement. Et donc, en jouant là-dessus, en fait, pas en jouant, mais en essayant d'améliorer ces 2 facteurs-là de la santé, on pense pouvoir avoir un impact positif sur la qualité de vie des gens, leur bien-être également. Mais c'est sûr que aussi, le fait de le faire en gang, on se partage un peu les déceptions quand on ne réussit pas à atteindre nos objectifs. Ça ne repose pas juste sur les épaules d'une personne de toujours se battre pour essayer de faire avancer les choses. On est une gang, on s'entraide et donc tout ça, c'est très bénéfique. Mais c'est sûr que
Reste que quand on arrivait dans un milieu HLM, ça dépend des milieux, mais il y en a beaucoup, dans le fond, on se confrontait à ce qu'on appelle en psychologie, on appelle ça un peu l'impuissance acquise. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, à cause d'un long historique d'essayer de changer les choses, ça ne marche pas et tout ça, bien, ils viennent un peu à un état d'impuissance ou de découragement. Et là, donc, il faut essayer de les ramener dans une démarche pour briser cette espèce d'état qui est désagréable. Dans bien des places, là, les gens savent d'avance que ça ne donnera rien. C'est ça, exactement. Les locataires se parlent entre eux et disent ici, regarde, essaye même pas, là. On a essayé, ça ne donnera rien. Oui, on l'a rencontré beaucoup. On l'a rencontré beaucoup, mais donc, nous, dans le fond, ce qu'on disait, c'est écoutez, on va l'essayer ensemble, puis on ne vous garantit pas qu'on va tout réussir, mais on va en réussir des petits bouts. Puis l'idée, c'est de créer rapidement des petites réussites, des petites victoires. Ça nourrit le sentiment de compétence de groupe, ça nourrit l'espoir aussi. En même temps, ce n'est pas d'embarquer les locataires dans quelque chose qui ne se peut pas, mais on a eu vraiment des impacts concrets dans certains milieux. À Trois-Rivières, à cause de notre acharnement là, à demander des nouvelles portes patio, il y avait comme des gros gaps. Les gens ne pouvaient pas aller sur le balcon à cause qu'il y avait un gros gap pour franchir la porte patio. Bon, on a réussi, à force de nos demandes répétées, le fait se dire, à un moment donné, on va arrêter de se faire tanner par Flash Mon Quartier, on va changer les portes patio. Il y a eu dans d'autres endroits de la salle communautaire qui a été toute rénovée. Donc, on a réussi des petites victoires comme ça, puis c'était positif, mais dans d'autres endroits, là, ça a été vraiment le parcours du combattant. Par exemple, pendant 4 ans, on a demandé à avoir un présentoir de circulaire. Y a-t-il de quoi de plus simple que ça, un présentoir de circulaire? Parce que, dans le fond, les locataires ont besoin des circulaires pour faire des économies sur leur épicerie et qu'il y avait des gens qu'on ne savait pas c'est qui volaient les sacs en plastique pour ramasser les excréments des animaux, des chiens, et qui jetaient les circulaires. Donc, les gens n'avaient pas accès aux circulaires. Mais pendant 4 ans, le directeur d'immeuble a dit non, parce que lui, ça ne tentait pas d'avoir ça dans son hall d'entrée. Et on n'a jamais réussi à le faire changer d'idée ou avoir des tables à pique-nique dans l'espèce. Donc, ça, moi, ça m'a créé beaucoup de frustration, et les locataires aussi. Ça a donné lieu à un autre projet qui s'est appelé Synergie là, par la suite. Oui, René, mais juste rester sur Flash. Qu'est-ce que ça t'a appris sur les locataires qui vivent en HLM? Bien, moi, ça m'a appris, j'en ai rencontré plus d'une centaine là, dans le cadre des activités, puis encore plus. Ça m'a appris, premièrement, qu'ils ont plein de forces et de compétences vraiment extraordinaires, qui sont des personnes hyper généreuses, puis quand même solidaires, puis qui vivent dans un environnement qui n'est pas facile. Moi, moi, je le savais de par l'expérience de ma belle-mère, mais c'est l'idée que, dans le fond, il y a quand même... Il y a des facteurs dans l'environnement qui font en sorte que ça peut être un peu difficile de vivre ensemble. L'espèce de grande densité, l'espèce d'économie de coûts dans l'insonorisation, la ventilation, les matériaux de construction, ça fait en sorte que c'est un milieu qui présente certains défis, mais en même temps, j'ai été témoin de tellement de belles affaires, ça m'a vraiment impressionnée. Puis je trouve que c'est des personnes souvent qui ont traversé beaucoup d'adversités dans leur vie et qui, justement, à travers toutes ces expériences de vie-là, ils ont accumulé tout un bagage vraiment extraordinaire, puis que malheureusement, c'est pas suffisamment utilisé. C'est comme si ces connaissances-là, tout ce savoir d'expérience-là n'est pas utilisé pour améliorer les... C'est ça, moi, ça me choque. Donc, c'est un peu quelque chose que j'aimerais... Moi, j'ai dit ça, il me reste encore peut-être une vingtaine d'années à travailler. C'est quelque chose, j'aimerais ça, de collaborer avec vous autres, puis ça, essayer de faire en sorte que la parole des locataires soit beaucoup plus écoutée, puis qu'il y ait plus de pouvoir entre leurs mains, tu sais. Puis justement, si tu me permets, Robert, je vais juste présenter une photo qui vous illustre un peu ça. J'imagine que tu es familier avec ce concept-là de l'échelle de participation de Arnstein. Ça a été publié en 1969. On l'a refait d'ailleurs pour les HLM. Ah, c'est vrai? Il faudrait que tu montres ça. Mais l'idée, c'est que, dans le fond, c'est une échelle, la participation. Puis, il y a des niveaux de participation, c'est carrément de la manipulation. On fait faire aux personnes ce que nous, on veut qu'ils fassent. Là, ils ne participent pas vraiment. Après, il y a l'étape de la thérapie, c'est-à-dire on va vous faire participer pour vous virer de quelque chose. Chani, je ne la vois pas, ton échelle. Là. C'est vrai? Qu'est-ce que vous voyez en ce moment? Moi, je te vois toi. Moi, je la vois. Je pense que tu as dû épingler. Moi, je la vois aussi. Ah, OK, parfait. Excusez-moi. Bon. C'est beau. Et l'idée, c'est que souvent, avec le CCR, dans le fond, c'est de la consultation. Puis Einstein a dit ça, c'est de la participation symbolique parce que vous n'avez pas vraiment de pouvoir. Vous êtes consulté, vous donnez des idées,
Et là, si les grands Manitou décident de vous écouter et d'intégrer, bien là, vous allez avoir un peu de pouvoir, mais donc c'est quand même de la participation symbolique. L'apaisement, ça, je trouve que ça fait rapport un petit peu avec la participation de deux locataires sur le CA. Là. Des fois, ça ressemble à ça, c'est de l'apaisement, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 personnes, mais sur 15-20. Fait que le pouvoir n'est pas tant que ça. Ce qu'on doit viser, à mon sens, c'est vraiment une relation de partenariat là, où les locataires ont du pouvoir, puis éventuellement, dans un rêve, le contrôle citoyen, là, l'échelle supérieure de pouvoir citoyen. Mais donc, tout ça pour dire que je pense qu'on a encore des marches à monter dans l'échelle de participation pour que ça arrive à un niveau qui m'apparaisse plus favorable à la santé et au bien-être des locataires. Mais moi, je serais heureuse de vous entendre, les locataires aujourd'hui qui êtes présents, à savoir si je suis complètement dans le champ avec cette visée-là. Si c'est le cas, dites-le moi, puis je vais essayer de m'ajuster. Mais pour moi, vraiment, il faut vraiment augmenter le pouvoir qui est donné aux locataires dans l'amélioration de leur environnement de vie, parce que c'est vous qui êtes les experts de cet environnement-là. OK. La Fédération, ça va faire 30 ans qu'on se bat pour la gestion participative des HLM pour que la participation citoyenne. Bon, ça, je pense qu'on est convaincu, mais les vertus de ça, c'est ça ton angle, puis c'est un peu nouveau comme éclairage, que le monde veut participer, on le sait, puis il y en a plein qui veulent participer, puis se faire entendre. Mais que ça a une vertu sur le moral des gens, sur le psychologie, sur le santé, finalement, le santé mentale. Ça, c'est pas mon rayon, c'est le tien. Puis je trouve ça intéressant de t'entendre là-dessus. Premièrement, tu dirais-tu que il y a des HLM où les gens se font dire par l'administration, là, si tu ne veux pas avoir de trouble, parle pas aux autres, comme ça, tu n'auras pas de trouble. Il n'y en a pas de vie commune. Chacun fait sa petite affaire, puis dans le fond, on se méfie des autres parce qu'on est dans un HLM, puis un HLM, c'est une place où c'est le monde qui n'a pas d'argent, qui n'ont pas réussi leur vie, qui se sont ramassés là. Ils n'ont pas de condo, ils n'ont pas de bungalow, ils n'ont pas de. Souvent, c'est le monde qui n'a pas réussi, qui se retrouve en HLM, ça ne parle pas aux autres, reste tranquille, tu n'auras pas de trouble. D'être dans cet environnement-là, où tu ne fais pas confiance à tes voisins, ou bon, ça. Versus être dans un autre HLM où on t'encourage à te mettre ensemble, à faire des activités, à dire ton mot, on te considère comme un citoyen à part entière de l'office. Tu dirais, ça fait 2 environnements différents. Tu dirais-tu que ça va avoir un effet sur la santé mentale des gens? Sans aucun doute. Sur la santé mentale, sur la santé physique aussi, sur l'espérance de vie. À ce point-là? Oui. Ça, c'est pas Flash Moncartier qui l'a démontré, mais j'ai des tonnes de littérature scientifique à l'appui de ça. Donc, la cohésion sociale, le soutien entre les gens, la qualité de l'environnement, le pouvoir qu'on peut exercer, ça a un lien direct avec la santé puis l'espérance de vie, la santé mentale, mais physique aussi, parce que les inégalités sont produites notamment par le stress chronique qui est généré par le fait de ne pas avoir de pouvoir sur ce qu'on vit. Et quand on est capable de justement donner du pouvoir aux gens, le stress diminue et ça s'attaque moins à nos organes à l'intérieur, à notre santé physique et notre santé mentale. Donc, il y a des centaines d'études à l'appui de ça partout dans le monde. Donc, ça, c'est hors de tout doute. Et effectivement, moi, je trouve ça intéressant qu'effectivement, c'est des luttes que vous menez depuis des années et des années. Mais après, quand on s'allie avec la recherche, avec le milieu c'est ça, santé mentale, santé physique, etc., on peut développer des plaidoyers encore plus puissants. Moi, donc il y a beaucoup d'alliés dans le domaine de la réduction des inégalités sociales qui seraient prêts à appuyer des plaidoyers de cette nature-là. Et donc, à ce moment-là, on devient encore plus convaincant dans nos demandes. Là, okay. Parce que pour changer les politiques publiques, tu es encore meilleur que moi pour le dire, mais ça prend ça. Là, ça prend des plaidoyers, ça prend des arguments, ça prend des trucs. Oui. Je reste sur Flash sur Moncartier. Ce que ça t'a appris, justement, ce que ça t'a appris sur les gens. Ce que ça t'a appris aussi sur les gens qui sont en pouvoir dans les HLM, sur les directions d'office. Tu en as parlé un petit peu, mais c'est ça. Il y a du monde qui sont en autorité sur nous autres. Est-ce que dans ceux que tu as rencontrés, est-ce que tu as jugé que tout le monde utilisait l'autorité? Est-ce qu'ils sont conscients de l'autorité qu'ils ont, de l'impact que leurs décisions peuvent avoir justement sur la santé et sur les gens?
penses-tu que les gestionnaires ont ces préoccupations-là? Ben moi, j'en ai vu de toutes les sortes, là. Effectivement, il y en a qui sont très conscients et pour qui c'est une priorité, effectivement, de donner le plus possible de pouvoir aux locataires. Pour d'autres, des fois, c'est que les structures sont tellement grandes que c'est difficile de… Je sais pas, c'est comme si ça manque un peu de souplesse au niveau local ou je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais pour moi, par rapport aux inégalités sociales, il y a un aspect très important qui mérite d'être plus discuté, c'est le rôle des privilégiés dans la perpétuation et l'aggravation des inégalités sociales. Puis, donc, moi, je fais partie de ces privilégiés-là. Dans le fond, des privilèges, là, c'est des avantages qu'on a puis que d'autres n'ont pas, mais qui ne sont pas mérités. OK? Moi, je suis une des premières à pouvoir dire à quel point j'ai été privilégiée dans la vie. En partant, bien, vous me voyez, je suis une femme qui est blanche, je suis une personne qui est née dans une famille assez modeste, là, mais quand même très aimante. J'ai eu la chance d'aller à l'école, puis moi, c'était facile pour moi d'aller à l'école, j'avais aucun problème d'apprentissage. Je suis cisgenre aussi, hétérosexuelle, neurotypique. Tu sais, j'ai eu tous des avantages comme ça, donnés à la naissance, non mérités, qui m'ont permis un peu d'aller longtemps à l'école, de décrocher des diplômes et d'avoir un certain statut social. Et ça, dans le fond, la pire erreur qu'on peut avoir quand on est rendu là, c'est de penser que c'est dû à notre mérite parce qu'on a travaillé bien fort, ça n'a rien à voir. Oui, j'ai travaillé fort, mais c'est à cause que je partais avec une longueur d'avance, à cause de tous les avantages que j'avais de la naissance, puis que c'est pas mérité ces avantages-là. Et là, il faudrait que les gens en situation de pouvoir reconnaissent leurs privilèges, premièrement, qu'ils se rendent compte que s'ils sont là, c'est pas juste à cause de leur mérite parce qu'ils sont bien bons, parce qu'ils ont eu de la chance dans la vie. Il y a des gens qui ont eu moins de chance dans la vie et qui mériteraient peut-être encore plus d'être à leur place. Et donc, quand tu te reconnais tes privilèges, premièrement, tu te sens très mal. Mais il ne faut pas utiliser ça pour te paralyser et pas rien faire. C'est le sentiment de honte et de culpabilité. Il faut que tu te dises comment tu peux redonner plus de pouvoir aux gens qui n'ont pas eu tant de chance que toi dans la vie. Et ça, moi, je pense que les gens qui sont en situation de pouvoir dans les HLM, un peu partout ailleurs au gouvernement et tout ça, ils doivent mieux comprendre cette notion de privilège-là. Puis justement, après, ça te donne un appel de dire comment tu peux devenir un allié pour les personnes qui ont eu moins de chance que toi et comment tu peux leur redonner plus de pouvoir. Parce qu'on ne réduira jamais les inégalités si les gens en situation de pouvoir ne décident pas d'en donner du pouvoir. C'est parce que si les gens qui ont du pouvoir le gardent tout pour eux autres, on ne réduira pas les inégalités. Donc, il y a un travail très important à faire. Là, c'est que moi, j'ai fait un travail de base avec les locataires, mais c'est comme si je me suis un peu trompée de cible. Le travail, il faut le faire aussi en haut. Les gens qui ont une situation de pouvoir pour essayer de travailler sur comment ils perçoivent leur rôle, justement, de redistribution du pouvoir le plus possible. Donc, ça, c'est un peu mon petit éditorial de ce matin, là, mais je pense que les privilégiés de ce monde doivent plus reconnaître que s'ils ont autant de privilèges dans la vie, c'est pas entièrement dû à leur travail, puis qu'ils arrêtent de se péter les bretelles, puis d'essayer de réaliser de comment ils pourraient participer à la solution, eux autres aussi. Tantôt, parce qu'on va se garder d'autres blocs, mais je pense que tantôt, ça va être intéressant de discuter de ce que les locataires peuvent faire entre eux, puis les relations entre les locataires puis les directions d'office. Quand on essaie de faire des partenariats puis de travailler avec eux autres, là, puis d'égal à égal, effectivement, on pourrait y revenir tantôt. Je resterai sur ce flash sur mon quartier, ce que ça t'a appris sur les locataires. On peut-tu penser que le milieu HLM fait en sorte que ces gens les plus pauvres, tu sais, c'est un peu l'œuf puis la poule, là. C'est-tu les gens les plus pauvres? Bien, je le sais, ça. C'est les gens les plus pauvres qui rentrent dans les HLM. Fait que c'est-tu le fait que c'est les gens les plus pauvres qui rentrent dans les HLM qui font que les HLM, c'est des milieux qui sont rough? Ou c'est le HLM en lui-même, la façon dont il est géré, qui a un effet sur le monde qui fait que ça appauvrit encore plus le monde qui sont dedans parce qu'on les écrase? C'est-tu l'œuf à la poule ou… moi, comme psychologue communautaire, c'est sûr que moi, je m'intéresse plus à comment l'environnement agit comme système quasiment d'oppression sur les locataires pour continuer à les écraser, là, malheureusement. Là. Je pense parce que c'est une cible d'action qu'on pourrait corriger ça. La pauvreté aussi, c'est une décision politique, la pauvreté. Là.
c'est les gouvernements qui décident de garder les personnes en situation de pauvreté. Puis ça c'est une de mes cibles aussi de bataille. Je travaille beaucoup avec des personnes qui reçoivent des prestations d'aide de dernier recours pour essayer de changer les préjugés à leur égard, puis changer les politiques publiques par rapport à ça. Ceci dit, effectivement, je pense que l'environnement HLM, justement, c'est la responsabilité du gouvernement, je trouve, puisque ça fait partie de son filet de sécurité, de mettre en place des conditions favorables à la santé mentale dans ces environnements-là. Donc, il y a premièrement la qualité des matériaux pour justement que chaque logement, déjà que vous êtes pas mal, il y a une densité importante, bien, chaque logement soit bien sonorisé, bien ventilé, avec des matériaux qui ont du bon sens. Déjà, ça donne de la dignité, ça donne aussi... Tu sais, comme être humain, là, on a besoin d'une certaine distance saine avec nos voisins. Là, tu sais, c'est pas parce qu'on les aime pas, nos voisins, mais ça fait partie de la psychologie là, des êtres humains d'avoir besoin de son petit espace pour se retrouver tranquille. Bon, ben là, ça, quand c'est menacé, parce que justement, l'environnement bâti ne te permet pas d'avoir ton petit nid à toi tranquille, c'est un élément. L'autre élément, le fait qu'effectivement que la parole des locataires ne soit pas suffisamment entendue, ça crée un sentiment d'impuissance, ça crée de la frustration, de la colère, et ça, c'est pas une bonne chose non plus pour la santé puis pour le tissu social. Je pense aussi que, là, mais c'est sûr, moi, le Flash, là, c'était une démarche d'empowerment collectif, mais facilité, OK? Vous travaillez beaucoup avec des assos de locataires, où les locataires, dans le fond, vous êtes très autonomes à vous gérer puis à vous organiser et tout ça. Il y a le soutien de la Fédération des locataires. Des fois, il y a des organisateurs communautaires des offices qui viennent vous donner un petit peu de coup de main. Mais grosso modo, vous vous arrangez un peu tout seul. La démarche de Flash, c'était vraiment qu'il y avait des animateurs qui s'assuraient vraiment de faire une série d'étapes. On allait vraiment à la vitesse des locataires, puis avec les choix des locataires sur les sites d'action, mais on était quand même là pour assurer un climat sécuritaire où, dans le fond, les locataires savaient que quand ils allaient à Flash, ils ne se feraient pas envoyer chier, ils ne se feraient pas insulter, ils ne se feraient pas intimider, etc. Et donc, ça facilitait beaucoup le fait que les gens venaient. Donc, moi, je pense qu'il y a un aspect aussi de mieux soutenir, justement, différentes initiatives d'implication citoyenne en milieu HLM, parce que non plus, il y a plein de gens, on l'a constaté, qui ont envie de s'impliquer, mais pas nécessairement dans l'assaut de locataires, mettons. Ils auraient envie de s'impliquer dans d'autres affaires. Et donc, moi, je pense qu'il faut offrir une grande diversité d'opportunités d'implication. On va y revenir, si tu veux bien, dans le deuxième bloc. Juste, regarde, moi, ça fait 30 ans que je traîne dans les HLM, puis j'ai l'impression que les gens des HLM sont plus peu, puis je tourne les coins ronds, là, puis c'est volontaire, mais que le monde sont craintifs, sont peureux. Ils ont peur de perdre le logement. Ils ont peur de choquer l'administration du HLM, ce qui n'est pas normal. Là, que le monde des HLM sont plus peureux que les propriétaires de bungalows. Propriétaires de bungalows, il n'a pas peur de choquer le maire de la ville. Mais des HLM, les gens sont craintifs. Ils ont l'impression que ils veulent vraiment pas, ils peuvent pas se permettre de perdre le logement là, à 300-400$ là, pour aller en payer 1000-1200$. Là. Fait ils ont peur. Je pense que ça joue sur l'estime de soi. Ça, c'est pas normal, mais c'est la HLM qui fait ça. Puis, tu parlais de l'environnement, puis l'environnement a un effet sur les personnes. C'est le HLM, c'est la pauvreté aussi. C'est comme les deux éléments conjugués parce que la pauvreté fait que tu as moins le choix. Fait qu'effectivement, tu es un peu captif d'un environnement, même s'il est un peu malsain pour toi parce que tu ne peux pas changer facilement. Puis le HLM, les règles font en sorte qu'effectivement, tu n'as pas beaucoup le choix de ton logement, tu n'as pas beaucoup le choix de tes voisins. Le propriétaire de bungalow, s'il n'est pas content de comment ça se passe, effectivement, puisqu'il est propriétaire, il paye ses taxes, fait qu'il a le droit d'aller chialer à l'hôtel de ville. S'il n'est pas content, mais il va vendre sa maison, il va aller s'installer ailleurs. Donc, c'est encore une fois toute la notion de pouvoir là, qui est vraiment cruciale dans ces éléments-là, dans ce que tu mentionnes. Puis effectivement, le fait que les locataires aient peur, ça, c'est très problématique pour moi, puis ça devrait être changé. Puis ça, dans le fond, c'est pas... moi, je suis contre les approches qui blâment la personne. La personne a raison d'avoir peur. Si elle a peur, elle a raison d'avoir peur. On va pas essayer de... Il faut changer l'environnement pour que l'environnement soit moins apeurant pour la personne. Donc, OK. Ça revient sur la question du pouvoir. As-tu le pouvoir d'agir? Le droit de se plaindre des HLM, c'est quelque chose, on se bat pour ça, faire reconnaître le droit de se plaindre, parce que les gens ont peur de se plaindre. Le droit de transférer de logement, de ne pas être comme obligé de rester où ce que tu es, mais d'avoir une liberté, tout ça. Donc, tout ça, tu dirais que ça a un effet sur le moral et sur la santé des gens. C'est sûr, oui. OK. Écoute, on a une première demi-heure de passer. Je ne sais pas, Patricia, s'il y a des gens qui ont commenté la discussion. Tu as des questions? Oui.
Oui, oui, il y a plusieurs réactions. Ben, une première question, Jeannie, tu as parlé d'une pléthore de recherches. Là, je ne sais pas si tu peux nous orienter vers peut-être une ou deux qui montrent justement des impacts sur la santé en général, là, en dehors des HLM. Il y en a qui seraient intéressés à les lire. Puis sinon, je te l'ai dit en rafale, là, les gens ont beaucoup réagi. Ben, tu sais, quand tu as parlé de privilèges, ça parle. C'est sûr que quand tu as parlé qu'il y en a qui avaient des privilèges, ça parle aux locataires. Puis il y en a qui ont fait des liens avec aussi le fait que ben, ils ont des privilèges et des préjugés. Donc, est-ce que ça va toujours ensemble, privilèges et préjugés? Puis peut-être pour une question qui a été posée, pour ouvrir la suite aussi, est-ce que tu crois que tout le monde peut reprendre du pouvoir ou est-ce qu'il y a des personnes, entre autres la question qui a été posée, c'était des gens qui auraient des difficultés cognitives ou qui seraient en situation, toutes sortes de situations qui vivent, qui leur compliquent la vie. Est-ce que est-ce que tout le monde peut reprendre du pouvoir? En fait, je vous dirais, la réponse pour moi, ça serait oui. Moi, plus comme psychologue, je travaille beaucoup avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale aussi, là, des personnes qui ont été même psychiatrisées, hospitalisées pendant des années avec des... Bon, et on appelle ça le courant du rétablissement. Puis on a vu vraiment, effectivement, toute une pléthore de parcours de rétablissement qui montrent que des personnes même qui se berçaient du matin au soir pendant 3 ans, ils ont été capables, effectivement, de reprendre du pouvoir. Ça prend du soutien, ça prend du temps, chacun a son rythme, mais oui, tout le monde est capable de reprendre du pouvoir, mais ça prend des conditions aussi. Donc, moi, je pense, je milite un peu pour ma parole, mais je pense qu'il faut mettre autour, effectivement, du soutien, puis des opportunités pour que tranquillement la personne sorte un petit peu de sa coquille, puis même les personnes qui ont des handicaps au plan intellectuel, au plan des déficiences intellectuelles, il y a toutes sortes d'expériences qui montrent qu'ils sont capables de même intégrer le marché du travail, d'intégrer... Donc, l'idée, c'est d'accompagner la personne à son rythme vers l'atteinte de ses objectifs. Puis, je pourrais peut-être juste vous montrer une dernière diapo, bien, pas une dernière, mais en tout cas, une diapo qui illustre un peu cette idée-là d'équité aussi dans la reprise du pouvoir, OK? Donc, j'espère que vous allez pouvoir la voir. Je fais le même mécanisme que tantôt. Est-ce que vous voyez les deux images? Les joueurs de baseball, ben les gens qui veulent écouter le baseball, OK. Donc, c'est pour juste un peu montrer la différence entre l'équité et l'égalité puis l'équité, hein? Parce qu'effectivement, dans le fond, l'égalité, c'est de donner à tout le monde la même affaire. Mais on voit bien sur l'image de gauche là, que en donnant à tout le monde le même booster, bien, ça ne permet pas à la personne qui a eu moins de chance, c'est-à-dire qui s'est retrouvée dans le creux de la pente, puis là où la clôture est la plus haute, de voir le match de baseball. Parce que tout le monde, en principe, souhaitait regarder le match de baseball, mais il y a des gens pour qui, justement, ça ne s'avère pas suffisant. Donc ça, ce n'est pas équitable. L'équité, c'est vraiment de donner à chaque personne ce dont elle a besoin pour atteindre son objectif de vie. Ce qui est d'être en santé, qui est d'exercer un certain pouvoir dans sa vie quotidienne, etc. Donc, il faut vraiment que nos approches, justement, on appelle ça proportionné au désavantage, l'universalisme proportionné au désavantage. Il faut vraiment donner à chaque personne ce dont elle a besoin, elle, dans son parcours de vie, pour atteindre son objectif. Donc, ce n'est pas de donner à tout le monde la même affaire. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment une nuance qui est importante à se souvenir en réduction des inégalités sociales. C'est ce qu'on essaie beaucoup de mettre à l'avant-plan. Donc, justement, les personnes qui vivent en HLM, c'est parce que c'est des personnes qui ont rencontré souvent différentes formes d'adversité dans leur parcours, qui ont été désavantagées à certains égards dans la vie. Et donc, on devrait plutôt que d'en donner le moins possible, hein, les fameux critères de modestie dont tu parlais, Robert, c'est d'en mettre plein pour leur permettre d'une manière équitable d'atteindre vraiment leurs objectifs de vie, puis d'être en santé, puis d'être heureux, puis de se développer pleinement. Jenny, là, je vais aller dans les offices, là, on est plus. Depuis 2007, ça fait quand même longtemps. Il y a ce qu'on appelle, il y a beaucoup d'offices qui ont des ressources humaines là, en soutien communautaire. Fait qu'on connaît tous là, des intervenants communautaires, ça porte toutes sortes de noms là, des HLM. Il y a des intervenants de milieu, des organisateurs, des travailleurs de corridors, il y a toutes sortes de monde. Puis, il y a un cadre là, qui amène de l'argent. C'est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui donne de l'argent aux offices pour engager du monde. Donc, on parle de soutien communautaire. Puis, on a souvent un débat à savoir, dans le soutien, c'est quoi le soutien communautaire? C'est-tu d'aider individuellement les personnes une par une à développer leurs compétences, de l'estime de soi. Il y en a qui sont beaucoup orientés là-dessus, là, l'aide individuelle aux personnes.
il y en a d'autres qui disent ben c'est plus un travail collectif qu'il faut faire pour aider les locataires à se prendre en main collectivement, à faire des affaires ensemble, puis ensemble à gagner de la confiance les uns envers les autres, puis développer leurs compétences. Puis des fois, c'est sûr que la Fédération des locataires, quand on encourage la mise sur pied d'associations, de comités consultatifs, on vise plus l'action collective. Mais il y en a qui font les deux, puis il y en a qui font plus un, puis il y en a qui font plus l'autre. Tu sais. Toi, tantôt, tu parlais là, que Flash, ça avait été une action des personnes, mais dans une action collective. Comment tu vois ça un peu, là, ce débat-là là, entre l'individuel? On peut-tu se développer individuellement sans être dans un mouvement collectif, puis ou l'inverse, on peut-tu être dans un mouvement collectif sans que les personnes se développent individuellement? Comment tu vois ça, toi? Oui. Bien, moi c'est sûr que je favorise davantage les approches de groupe, les approches collectives, parce que justement, ça permet aux personnes aussi de développer de l'empowerment individuel par l'intervention de groupe. C'est beaucoup plus puissant en termes de transformation sociale. Moi, je vous ai dit un peu ma couleur. Moi, je veux transformer la société, non pas seulement les personnes, mais dans le processus, les gens se transforment, se développent des compétences, de l'estime de soi, deviennent fiers, ils sont contents. Puis aussi, ça partage les risques aussi parce qu'ils sont nombreux à travailler. Donc, mais le problème actuellement, c'est qu'effectivement, dans la société, on a beaucoup trop tendance à faire juste de l'intervention individuelle. L'argent est là-dessus, de travailler une personne à la fois parce que souvent, c'est plus simple. C'est moins menaçant, ça maintient le statu quo. Monsieur, Madame X va se développer, mais ça ne menacera pas un peu comment le pouvoir est réparti dans la structure et tout ça. Donc, moi, je trouve ça dommage qu'on ne mette pas suffisamment de temps, d'énergie sur le collectif. Mais en même temps, c'est que là, ça demanderait justement aux organisateurs communautaires des offices d'avoir vraiment le mandat de soutenir les locataires dans le développement de leur pouvoir d'agir collectif et donc d'accepter qu'ils remettent en question comment les choses fonctionnent dans la HLM, comment le pouvoir est réparti. Ça, c'est ça qu'on vise. Mais s'ils sont d'accord avec ça parce qu'ils en voient la valeur ajoutée, parce qu'ils trouvent que comme ça, le mieux HLM répondra mieux à sa mission qui est justement d'offrir un milieu de vie de qualité aux personnes, bien à ce moment-là, pour moi, je ne vois pas d'incohérence. Là. C'est juste que ça prend, comme je vous dis, des gens qui sont prêts à laisser tomber leurs privilèges, qui se mettent à l'écoute des personnes, puis qui ont vraiment envie de les aider à atteindre leurs aspirations. Je vous dirais, par exemple, il y a eu un exemple dans un site HLM, les locataires voulaient se doter d'une mascotte, OK? La mascotte, c'était une chouette pour montrer que l'implication citoyenne, c'est bon, c'est intéressant. Ils voulaient utiliser la mascotte pour aller dans les parcs pour lutter contre les préjugés à l'égard des personnes dans les HLM parce qu'ils disent, ils pensent tous qu'on est des paresseux, qu'on ne fait jamais rien, mais nous, on se mobilise. Bon. Et là, la première réaction de l'organisatrice communautaire, c'est de partir à rire. Je dis franchement, mais non, nous autres, on n'est pas passé à rire. On dit, OK, bien parfait, comment qu'on peut arriver à trouver une mascotte? Fait que là, bien, il y a des subventions, il y a ça, donc on les a. C'est pas à nous à juger les aspirations des locataires, on est là pour les accompagner dans le développement de ce qu'ils souhaitent parce qu'on pense que c'est les experts de leur vécu, puis qu'ils ont le droit de faire leurs propres expériences, puis ça se peut que ça soit pas. Puis c'est la même chose en rétablissement en santé mentale. C'est l'idée d'accompagner la personne dans son cheminement qui est très personnel à elle, puis de ne pas juger qu'est-ce que la personne souhaite faire. Donc, en tout cas, moi, je pense que le collectif, ça a de la valeur ajoutée parce que non seulement ça transforme les gens individuellement, mais ça développe le capital social qui est si important pour la santé, mais en plus, ça peut transformer l'environnement pour que d'une manière durable, il soit plus favorable à la santé. Donc, c'est juste du gagnant pour moi. C'est pour le bien commun également. Donc, ce n'est pas juste toi qui t'améliores en tant que personne, mais c'est même ton environnement ton environnement va continuer à être bénéfique pour les autres après toi. En tout cas, c'est comme ça que je le verrais. OK. Kat, je serais tenté de 3 points qu'on pourrait jaser, si tu veux bien, parce qu'on parle d'action collective. Il y aurait la question de la mobilisation. En HLM, comment on fait pour mobiliser du monde? On pourrait jaser aussi des conflits, parce qu'il y a des conflits. Hein, Puis, j'aimerais ça jaser du partenariat avec les offices, avec d'autres. C'est 3 points distincts, mais je pense que c'est 3 questions qui pourraient intéresser les gens, si tu es d'accord. La mobilisation. Souvent, il y a des associations qui réussissent assez bien à mobiliser les locataires, à avoir du monde. Puis il y a d'autres associations qui ne réussissent pas. C'est sûr que les HLM ne sont pas toutes pareilles. Hein, les villes ne sont pas toutes pareilles, puis il y a des histoires, puis tout ça, mais c'est quoi les éléments dont il faut tenir compte en HLM là, quand
Ben, c'est plus dur de mobiliser, selon toi, des HLM que dans la population en général, là? Puis c'est quoi les éléments dont il faudrait tenir compte, compte tenu là, de c'est qui le monde qui vit en HLM, la famille ou personnes âgées, pour amener à ce qu'ils sortent de chez eux puis qu'ils viennent s'impliquer puis prendre une place. Okay. OK, bien, c'est des bonnes questions. En fait, est-ce que c'est plus difficile en HLM de mobiliser qu'ailleurs? Je pense qu'il y a des facteurs qui font en sorte qu'effectivement, il y a un petit niveau de difficulté supérieur. Premièrement, la pauvreté fait en sorte que plusieurs personnes sont en situation de survie. Donc, ils doivent vraiment déployer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie mentale à survivre, à se nourrir, à s'habiller, à s'occuper de ça. Donc, ça, c'est l'énergie passée à survivre. C'est une énergie que tu peux moins mettre sur des luttes collectives et sur l'implication citoyenne. Un. Deuxièmement, les personnes qui vivent en HLM, des fois aussi, ils ont des soucis de santé un petit peu plus importants que la population générale, soit c'est le problème de santé mentale, le problème de santé physique, qui des fois fait en sorte qu'ils peuvent bien s'impliquer 2 semaines, mais après, la maladie revient ou ils filent moins bien. Bon. Et donc, ça prend une approche particulière, je pense, vraiment dans le respect du rythme de chacun, puis des disponibilités des personnes. Et donc, ça fait en sorte parfois que les personnes en HLM ont plus de difficultés à s'engager, mettons, sur le long terme. Si on leur demande de s'engager sur le long terme, on va dire, ben non, là, moi, je ne sais pas trop, ma condition de santé, ou bien je m'occupe de mes petits-enfants, ou je m'occupe. Donc, il y a tellement d'aléas de la vie qui font en sorte que les gens sont peut-être moins, ils se sentent moins capables de s'investir dans une grosse tâche. Alors, à ce moment-là… Prendre des responsabilités. Tu sais, comme quand on fait une assemblée générale, puis on dit, ben là, on a besoin de 5 personnes au conseil de l'association. C'est pour 1 an, c'est pour 2 ans. Qui c'est qui a le goût de prendre ces responsabilités-là? Souvent, on a de misère à trouver des gens qui veulent être responsables. Oui, bien c'est parce que c'est à cause de ça, le stress de la vie, de comment ça fonctionne. Je pense que c'est… Et donc, il faut encore une fois pas blâmer les personnes. C'est le contexte de vie qui fait ça, OK? Mais reste qu'il y a des gens qui sont capables, qui ont le goût de le faire, puis ça, c'est super. Mais c'est pour ça que je disais qu'il faut faire attention aux formes d'implication citoyenne qu'on propose. S'impliquer dans une asso de locataires avec l'investissement que ça requiert, c'est pas pour tout le monde, malheureusement, dans le contexte actuel. Mais il y a plein de manières autres d'impliquer les gens quand même. Et donc, je pense qu'il faut vraiment y aller en proposant une diversité de choses, mais surtout d'y aller, on appelle ça un peu la technique un peu du pied dans la porte, c'est-à-dire de demander d'abord des tâches qui sont très circonscrites, Puis il y a aussi un autre élément, HLM, des fois, les gens, ils ont comme une estime de soi plus faible, ils n'ont pas l'impression qu'ils vont être capables. Donc, il y a vraiment cette idée de commencer petit. Puis là, la personne, elle va être contente, elle va l'avoir fait et tranquillement, elle va se sentir capable de prendre d'autres tâches de plus en plus importantes. Donc, on construit la confiance de la personne. Il y a un autre élément aussi, c'est qu'en milieu HLM, quand on fait des appels à tous, mettons avec des pancartes, des fois, les gens vont dire « Ah, ben, tu sais, c'est pas pour moi, ou j'ose pas, ou je suis gênée, ou je pense pas que je pourrais contribuer. » Tu sais, dans d'autres milieux, les gens vont dire « Ben oui, je suis capable, moi, je suis avocat, je suis médecin, moi, y aller, puis moi, tu peux leur arranger ça. » Mais dans le milieu HLM, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être un peu moins de confiance. Donc, il faut vraiment y aller vers la personne, puis faire des invitations très, très personnalisées. Je veux travailler avec toi, Diane, parce que toi, Diane, tu as le tour avec le monde. Parce que toi, je sais que tu es fiable, tu es capable d'aller porter tous les dépliants dans toutes les portes, j'ai confiance en toi. C'est vraiment, puis là, la personne va dire, ah, OK, ben peut-être que je vais essayer ça. Mais c'est vraiment de personnaliser le plus possible la demande, puis de dire, toi, Diane, vraiment, on a besoin de toi pour telle tâche spécifique. Et là, tranquillement, ça va l'amener progressivement. Puis aussi, je pense que ça prend une grande, grande tolérance au fait que les gens, parfois, ils ne viendront pas. Ils vont rater 4-5 rencontres. Ils ne seront pas capables de faire une tâche ou l'autre. Et donc, vraiment de tolérer ces variations individuelles dans l'implication. Pour moi, je pense que c'est des clés importantes. Beaucoup utiliser la rétroaction positive, les félicitations, la reconnaissance. Ça, c'est des éléments qui sont importants. Puis de créer un espace qui est le plus sécuritaire possible, éviter l'intimidation, le commérage pour que les gens ils se sentent vraiment respectés puis qu'ils aient le goût de revenir. Puis il faut que ça soit plaisant aussi parce qu'ils ne sont pas obligés. Tu sais, le bénévolat, tu fais ça parce que tu y crois, mais aussi parce que tu as du plaisir dans le processus. Donc, il faut que ça reste plaisant. De se faire donner des ordres, de se faire parler bête, de se faire culpabiliser parce qu'on a fait une petite erreur, ça tue le désir de s'impliquer, c'est sûr et certain. Puis une personne qui a vécu une expérience comme ça va y prendre bien longtemps avant de refaire confiance et d'oser. Fait que le problème aussi en HLM, ça se peut qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait très brouer, qui se sont fait écœurer ou je ne sais pas trop quoi, et qui ont tout un parcours, un bagage
qui les empêche là, de venir s'impliquer. Donc, il faut reconstruire doucement cette confiance-là, réapprivoiser la personne, puis lui créer un espace sécuritaire où elle va pouvoir s'épanouir et s'impliquer à la hauteur de ce qu'elle est capable de faire. Donc, ça prend vraiment une posture particulière, je trouve, pour favoriser la mobilisation dans le milieu HLM, vraiment. Il y a des associations, on le voit dans les assemblées générales, là, il y a des comités qui savent, qui ont le tour d'aller chercher le monde, puis de déléguer, des tâches, des responsabilités aux gens. Il y en a qui ont le tour, puis il y en a qui prennent tout sur leurs épaules, puis qui disent non, c'est nous autres, le comité, on va tout faire, puis ils prennent tout sur leurs épaules, puis à un moment donné, ils se brûlent ou ils sont plus critiqués par tout le monde. Déléguer le pouvoir en petits morceaux à d'autres. Il y en a qui délèguent, mais il faut que ce soit fait comme eux autres voudraient que ce soit fait. Fait que là, il y a des chicanes, parce que le monde dit, regarde, laisse-moi vivre, laisse-moi faire les affaires comme je le peux. Sans ça, fallait, toi, si tu n'es pas content. Déléguer le pouvoir, c'est-tu parce que, il y a du monde qui dit, ben, ils n'ont jamais eu le pouvoir, fait que là, ils prennent le pouvoir, puis ils veulent le garder juste pour eux autres, puis ils ne veulent pas le partager. Comment tu vois ça, cette capacité-là de faire confiance aux autres, de déléguer, d'aider, versus ceux qui gardent le pouvoir pour eux autres? Oui. Moi, j'ai tendance à voir le côté bienveillant. C'est-à-dire que moi, je pense que le souci, des fois, de ne pas vouloir déléguer, c'est parce que le souci du travail bien fait. Si moi, je le fais de même, je sais qu'il va être bien fait, puis ça va être à mon goût, puis je sais que ça… Donc, ce n'est pas nécessairement par malveillance, mais c'est parce qu'effectivement, mais c'est très… il faut lutter. Il faut lutter contre cet instinct-là de dire que si je le fais à ma manière, ça va être mieux, puis ça va être plus professionnel, etc. Parce que ça dessert le but. Le but, c'est de créer un climat dans le HLM où tout le monde va se sentir bien, qu'il y a une cohésion sociale, qu'on vit… Donc, effectivement, je vais vous partager encore une fois, si vous permettez, là, deux petits diapos que j'ai préparés pour vous par rapport à ça. C'est des diapos qui sont tirés notamment de la psychologie du travail. OK? Comment on gère des équipes, qu'est-ce qui est important de travailler. Donc, effectivement, je vous partage ça tout de suite. Donc, l'être humain, là, puis l'être humain, quand il fait du bénévolat, puis l'être humain, quand il s'implique dans son milieu de vie, a quand même toujours 3 besoins psychologiques fondamentaux. Toujours les 3 mêmes. Ça, encore une fois, c'est béton au plan de la littérature scientifique. Donc, le premier besoin, c'est le plus important. Si lui n'est pas rencontré, on ne peut pas avoir les 2 autres. C'est le besoin d'autonomie. Et justement, le besoin d'autonomie, c'est l'idée d'être capable de s'engager dans des actions qui nous intéressent, qu'on a le goût, puis qui sont cohérentes avec nos valeurs. OK? Et donc, le besoin d'autonomie, justement, quand ce n'est pas respecté, la personne, elle ne sera pas bien, puis elle va arrêter de faire la tâche. L'autre élément, c'est le besoin de se sentir compétent, sentir qu'on est efficace, puis qu'on est bon à faire quelque chose. Encore une fois, si on se sent incompétent, notamment si c'est du bénévolat en plus, ben, on risque de laisser ça là. Et le troisième besoin qui est très important, on l'appelle le besoin d'affiliation, c'est le besoin de sentir qu'on fait partie d'un groupe, qu'on se sent en confiance les uns avec les autres et qu'on se sent respecté. OK? Donc, un bon gestionnaire, donc dans le fond, le président de l'asso ou en tout cas l'association comme telle, comme groupe, là, a besoin de nourrir ces 3 besoins-là auprès des autres locataires pour que ça fonctionne de manière harmonieuse, que tout le monde y trouve son compte. Et il existe des pratiques, justement, de gestion qui favorisent le soutien à l'autonomie et qui sont propices à un bon climat de travail, puis au fait que les gens, ils appellent ça la rétention des employés. Les gens vont avoir le goût de continuer. OK? Bien là, on peut faire le parallèle avec le bénévolat. Les gens vont avoir le goût de continuer. Donc, les pratiques, c'est premièrement écouter puis faire preuve d'empathie. Les personnes, effectivement, ils peuvent vivre des choses difficiles, puis donc, ça pourrait se répercuter sur leur capacité à faire la tâche qui leur a été accordée. Donc, il faut quand même faire preuve d'empathie et d'écoute. Il faut le plus possible communiquer clairement c'est quoi la tâche attendue puis les règles à respecter. Puis il faut permettre à la personne de faire des choix. Par exemple, on lui confie la tâche d'aller porter les pancartes ou les dépliants ou accrocher des accroche-portes partout. Bien, la personne elle peut choisir à quelle heure elle va y aller, comment elle va procéder. Il faut laisser des choix à la personne. C'est très important. Et finalement, il faut être capable de tolérer ce qu'on appelle les erreurs honnêtes. C'est-à-dire la personne a fait de son mieux, mais bon, Dieu, elle s'est un peu trompée ou il y a quelque chose qu'elle a fait de pas correct.
c'est pas grave, là, je veux dire, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, donc cet aspect-là. L'autre élément qui va venir tuer l'autonomie de la personne puis qui risque qu'elle va s'en aller, c'est donner des ordres avec un ton autoritaire, c'est de ne pas laisser place à la discussion, de dire c'est ça, puis je ne veux pas t'entendre, d'avoir recours aux menaces ou à la culpabilisation et de vouloir gérer les fameux micro-détails. C'est-à-dire, c'est pas grave, là, mettons, que la coutellerie n'ait pas été placée dans l'ordre ou que, tu sais, donc il faut vraiment faire un petit peu abstraction de ce... Fallait à ta manière. Fallait à ta manière. Donc, fallait à ta manière. L'important, dans le fond, c'est que chacun a un couteau et une fourchette, puis, ou je ne sais pas quoi, là. Mais c'est vraiment ça. Et donc, moi, je pense que les gens qui sont à la tête de comités de locataires, c'est des personnes qui, dans la vie, peut-être ont géré une famille par eux-mêmes. C'est des gens qui ont de la drive, là, et puis, ils sont très professionnels. Mais donc, il y a ce défi-là de laisser aller certains éléments, de dire, dans le fond, le but, c'est pas tant que ça soit fait exactement comme j'aurais voulu, mais c'est que Roger ou Diane ait vécu une belle expérience, ait le goût de continuer, puis on est de plus en plus nombreux. Puis pourquoi on fait ça, partager le pouvoir? Premièrement, parce que c'est bon pour notre propre santé mentale de partager le pouvoir, hein, parce qu'on n'a pas tout sur nos épaules. C'est bon pour la santé mentale de l'autre personne. Et aussi, c'est l'idée que, tu sais, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, on ne pourra jamais, à nous autres, tout seuls, tout faire. Puis, on est capable de réaliser bien plus de choses quand on est en équipe, quand on est en groupe, que quand on fait ça, juste 2, 3 individus tout seuls. Tantôt, tu disais aussi qu'on va être moins critiqué, parce que ça arrive souvent, ça, dans les HLM, que du monde s'implique, puis à un moment donné, ils disent, ben là, moi, je lâche parce que je me fais tellement critiquer, le monde ne sont jamais contents, ils sont tout le temps après moi, je démissionne. Là, tu parlais de partager la critique. Partager la critique, partager le poids. Tu sais, effectivement, on est nombreux, donc effectivement, là, tu sais, je pense que ça prend aussi de l'humilité, de dire, ben, on a fait de notre mieux, puis bon, mais effectivement, les critiques, c'est... mais quand on est nombreux à l'avoir fait, puis du mieux qu'on peut, ça prend aussi beaucoup d'une dose de bienveillance. Tu sais, là, pour le Congrès, c'est une dose de solidarité, c'est bon, mais aussi une bonne dose de bienveillance. Tu sais, être bienveillant envers soi-même, premièrement, là, puis envers les autres, c'est le ciment social. J'ai une de mes collègues, Pascal Brion, qui nous compare tous les êtres humains à des briques. Et donc, on forme tout un mur de... Pas gentil, ça? Non, mais tu sais, c'est que les briques, dans le fond, c'est carré. Hein? Fait que pour réussir à bien vivre en société, qui est comme le mur de briques, il faut arrondir un peu nos angles, hein? Donc essayer de mettre un peu de flexibilité dans tout ça. Et ça prend du mortier entre nous, tu sais, pour pas qu'on s'entrechoque trop. Et le fameux mortier, c'est la gentillesse et la bienveillance. Puis la bonne nouvelle, c'est que quand on est bienveillant et gentil envers les autres, c'est bon pour notre propre santé aussi. Il y a des tonnes d'études qui ont montré ça. Donc, on gagne nous-mêmes en étant gentil avec les autres. Tu veux dire, dans le fond, que si on est tolérant avec les autres, on va être aussi plus tolérant avec nous-mêmes, c'est ça? Non, mais juste le fait d'aider quelqu'un et d'être gentil avec quelqu'un, ça crée des hormones à l'intérieur de notre corps qui sont bons pour la santé. Au plan neurochimique, aussi dans le cerveau, c'est juste bon, ça nous fait du bien. OK. Bon, ça, c'était le point de mobilisation. Je trouvais ça intéressant. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Sur les conflits, en HLM, on vit, surtout quand tu as une petite association. Quand tu as une grosse association de plusieurs immeubles, c'est un peu moins pire, mais quand tu as une association juste dans ton immeuble, tu vois le même monde, surtout, je pense que des immeubles, par exemple, personnes âgées, où on ne sort pas beaucoup, bien, des fois, c'est comme un huis clos permanent. Là. Tu vois le même monde 7 jours par semaine, 24 heures par-dessus 24. Ça peut devenir lourd quand il y a des conflits. Puis là, quand on demande aux locataires, nous autres, ce qui les dérange dans les HLM, 60% des gens nous répondent c'est pas l'entretien, c'est pas les manques de rénovation, c'est pas l'office qui est bête. 60% disent que ce qui les dérange, c'est les conflits entre voisins. J'ose pas sortir, pogner l'ascenseur si telle personne est là. Ça devient pesant, les conflits. Puis des fois, j'ai l'impression que dans les HLM, il y a encore plus de conflits de voisinage dans certains HLM. Ceci dit, depuis tantôt, là, on parle des mauvais cas, mais il y a plein de bons cas dans les HLM. Il y a plein d'endroits formidables où rester dans les HLM. On s'entend, là, on en connaît plein où c'est formidable de rester, puis c'est le fun, puis on est chanceux, mais là, on s'intéresse à ce qui va moins bien. C'est que par rapport au conflit, ça vient chercher le monde. C'est quoi que tu pourrais nous dire sur... parce qu'il y a des associations qui trouvent ça dur d'être en conflit avec certains groupes de locataires, puis individuellement aussi, des gens, ça vient les chercher d'être en conflit. Comment on peut prévenir les conflits, puis ou comment on peut les aider?
Et ça, c'est une grande question. Je ne pense pas que je vais être capable de répondre pleinement de manière satisfaisante, malheureusement. Là. Mais effectivement, le milieu HLM, c'est un milieu qui est propice au conflit à cause, je l'ai dit tantôt, de l'espèce de densité. Vous êtes très nombreux à vivre dans un environnement qui n'est pas optimal, notamment pour l'insonorisation, la ventilation, etc. Vous vivez avec des conditions pas faciles qui déjà usent les nerfs. Parce que on le sait là, que le stress, là, ça use les nerfs. On a comme une capacité, en psychologie, c'est bien connu, là, une capacité finie là, de contrôle de soi. OK? Et ça, cette capacité-là, tout le stress qu'on vit dans notre journée, là, ça vient d'enlever un petit peu. Là, OK? Ça use notre capacité à se contrôler. Puis à un moment donné, quand il n'y en a plus, là, ben là, c'est là que là, on pogne les nerfs, puis on n'est plus capable et donc, on fait des choses qu'après, on peut regretter. On est agressif, on est intolérant. Bon, fait que là, à ce moment-là, c'est sûr que c'est des éléments qui ne sont pas faciles. Et donc, les conflits sont inévitable, comment je pourrais dire ça? Ça arrive à tout le monde des conflits, puis dans ce contexte-là, c'est encore pire. Mais je pense qu'effectivement, après, il n'y en a pas de recette miracle quand il y a des conflits. Moi, je pense aussi qu'il ne faut pas s'attendre que dans le milieu HLM, tout le monde va devenir des meilleurs amis, là, des best friends. C'est pas ça l'idée. Ça se peut que moi, qu'il y a des personnes avec qui je n'aurais jamais le goût d'aller prendre un café, mais je suis quand même capable de croiser dans le couloir et de dire bonjour, mettons. Fait que c'est de doser un peu nos attentes. C'est pas vrai que... C'est vrai que dans certains HLM, les gens ils disent c'est quasiment comme un terrain de camping, on s'aime, on est bon, OK, c'est cool, mais effectivement, on ne sera jamais toujours des best friends, mais en même temps... Il y a des endroits où on veut fermer les terrains de camping. Oui, c'est ça, j'ai entendu ça tantôt. Donc, on n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé d'aller prendre un café ensemble, mais on peut minimalement, pour justement la cohésion, se saluer avec respect, dire bonjour, bon, ça. Après, quand il y a des conflits qui surviennent, effectivement, bien là, il faut essayer de voir comment on peut se pardonner, ces affaires de base, essayer de mettre un peu d'eau dans son vin. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est un peu la base. Puis, je pense que quand il y a des grands conflits qui perdurent, bien, c'est intéressant d'avoir accès peut-être à un médiateur pour s'asseoir, pour discuter. Moi, j'ai lu des livres sur justement, dans le fond, pour résoudre les conflits, là, il n'y a rien comme le dialogue. Oui. Donc, il ne faut pas attendre d'être parfaitement d'accord pour s'asseoir à la table de négo. Je veux dire, ça se peut qu'on ne partagera jamais le même point de vue, mais est-ce qu'on pourrait plutôt se dire qu'est-ce qui nous rassemble versus qu'est-ce qui nous divise? À un moment donné, c'est une question de qu'est-ce qu'on regarde. Ça me fait penser, j'imagine que vous connaissez l'histoire du jeune garçon qui dit à son père qu'il y a comme deux loups qui se battent en lui. Là, le loup qui est en colère, qui est frustré, qui est écœuré, qui est agressif, ça. Et le loup qui est tout tendre, qui est doux, qui est compréhensif, qui est patient. Puis il dit, lequel il va gagner, papa? Puis le papa, il dit, ben, c'est celui que tu vas choisir de nourrir. Fait qu'est-ce qu'on choisit de nourrir la colère, l'agressivité, la frustration, si lui, je ne suis pas capable de le sentir, non? Ou on choisit de nourrir la compassion pour soi, la compassion pour les autres, de dire, regarde, tout le monde a vu tous des moments difficiles, je n'aime pas à faire celle-là, mais au moins pour le bien commun, je vais quand même accepter de dire bonjour. Je pense que c'est vraiment qu'est-ce qu'on choisit de nourrir aussi, puis de faire appel à des médiateurs quand vraiment le conflit est envenimé. Mais je n'ai pas d'autres solutions là, miracles. Il y a des conflits. Tu sais, il y a bien des conflits individuels entre les gens qui, dans les HLM, prennent des grandes proportions parce que ça affecte les autres. Ensuite, on dit il y a des clans, il y a des gangs, puis oui. mes amis se liguent contre... des fois, ça dépasse donc les chicanes individuelles, puis ça devient des chicanes collectives. Oui, mais ça fait penser, justement, est-ce que, bien, j'imagine, c'est M. Anctil qui avait parlé de ça à Stéphanie Radichevski, avec qui j'ai fait Flash mon quartier, mais le test des 3 passoires de Socrate, là, ça, je pense que ça devrait quasiment être affiché dans toutes les salles communautaires des HLM ou en entrant même. C'est l'idée que, tu sais, quand quelqu'un veut te partager quelque chose au sujet de quelqu'un d'autre, c'est un peu comme le commérage, là, il y a 3 passoires. Premièrement, est-ce que tu es absolument sûr que c'est la vérité? As-tu des faits à me communiquer? Deuxièmement, est-ce que, genre, ce que tu vas m'apprendre, là, ça va être une bonne chose, ça va me rendre fière de la personne, je vais trouver ça, tu sais, positif? Puis l'autre chose, c'est est-ce que ça va m'être utile, cette information-là? Et si la réponse à ces questions-là, c'est non, bien, je ne veux pas le savoir. C'est cette idée de, dans le fond, il y a beaucoup d'informations qui circulent entre les gens, mais c'est du commérage, c'est des informations rapportées de ci, de ça, qui sont vraiment comme juste comme
des informations mauvaises. Ça ne devrait même pas circuler, cette information-là. Ça devrait être quasiment tué dans l'œuf. Donc, je pense que c'est avant de faire du commérage, bien, il y a cette idée-là. Est-ce que ça va être positif? Est-ce que c'est absolument certain? Puis, ça va-tu m'être utile à quelque chose? Donc, c'est des éléments qui peuvent peut-être aider à réduire un petit peu le gossip là, qui peuvent survenir, mais en même temps, ce n'est pas miraculeux non plus. OK. Écoute, on peut pas éviter de parler un peu de la COVID. Tu sais, tantôt, tu disais, tu fallait qu'on peut, notre patience peut s'épuiser. Là, on a eu 2 ans où notre patience a été durement mise à l'épreuve. Toi, tu penses-tu que, tu sais, puis là, on essaie dans les assauts de relancer. Oups, je ne sais pas si tout le monde a disparu. On est là. OK, vous êtes là. Parfait. Mais comment tu vois, toi, l'effet de la COVID dans HLM sur la possibilité de refaire des activités ensemble? Tu penses que les gens vont être peureux, frileux, agressifs? Mais en fait, on va avoir un peu de tout parce que chaque personne est différente. Puis je pense que justement, encore une fois, la tolérance va être importante à respecter les variations individuelles. Ça se peut qu'il y ait des gens qui aient plus peur. Ça se peut qu'il y ait plus peur parce que c'est des gens qui sont un petit peu plus anxieux d'une manière normale ou naturelle pour eux. Mais ça se peut aussi qu'il y ait des personnes qui ont perdu des proches à cause de la COVID, qui ont été super malades puis hospitalisées à cause de la COVID. Il peut y avoir toutes sortes de raisons qui expliquent pourquoi la personne peut avoir peur. Puis l'idée, c'est de ne pas lui dire de ne pas avoir peur, c'est d'essayer d'ajuster l'environnement pour qu'elle ait moins peur, la personne. Puis là, ça me permet encore une fois de vous expliquer un peu la peur. Ça vient d'où la peur? T'sais? Moi, j'ai une collègue, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Sonia Lupien, qui est une des grandes chercheurs en stress humain. Puis elle est capable d'expliquer c'est quoi qui fait qu'une situation va être épeurante ou pas pour une personne. Et je vais vous partager, c'est un acronyme qui s'appelle le CINE, C-I-N-E, puis ça va vous aider à prévoir vos activités de reprise en conséquence que ça soit le moins stressant possible. OK? Donc, je vais encore une fois vous partager ma petite diapo ici. Vas-y, c'est intéressant. On aime ça, les images. Ouais, ben, moi, je suis très visuelle. Fait que, donc, le modèle CINE, c'est que dans le fond, plus ça va être stressant, c'est parce que l'événement, on n'a pas de contrôle dessus, c'est pour contrôle. Il est imprévisible, donc on ne sait pas ce qui va se passer, donc ça génère du stress. C'est nouveau, donc c'est épeurant. Et l'autre, c'est la menace à l'ego. Est-ce que c'est une situation où je risque d'avoir l'air fou? OK? Avoir l'air fou pour l'être humain, c'est la situation la pire qui génère du stress. Ouais. Ah oui? Sonia Lupien, elle, a fait des laboratoires pour générer du stress, puis l'activité qu'elle fait pour générer le stress de ses participants, c'est qu'elle les met dans une pièce, elle dit « OK, là, vous avez 5 minutes pour vous préparer à donner un speech devant 15 personnes qui vont devoir vous juger et évaluer votre performance. » Ouh, le niveau de stress qui augmente. Donc, la peur d'être jugé, c'est le stresseur le plus important pour l'être humain. OK? Et donc, quand vous allez planifier vos activités, il faut tenir compte de ça, ces 4 caractéristiques-là. Contrôle. Il faut demander aux gens de quoi vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Ça serait quoi sur lequel vous auriez du contrôle? Dans des congrès scientifiques, OK, ils ont fait pendant la pandémie des trucs très, très simples. Ils ont produit, mettons, tu sais, quand on va dans un congrès, il y a une cocarde, une espèce de... Bon, il y avait 3 couleurs de cordelettes, OK? Vert, jaune, rouge. Vert, ça veut dire, moi, j'ai peur de rien. Tu peux me donner des gros becs à la bouche, ça ne me dérange pas, je n'ai pas peur de la COVID. Jaune, c'est off. Moi, on donne le coude, on ne se donne pas la main, puis rouge, c'est genre, garde ton 2 mètres. Moi, Et donc, les gens, ça faisait en sorte que très rapidement, ils connaissaient le niveau de peur de la personne et respectaient ça naturellement sans que les gens aient besoin de le dire. Donc, ça, c'est un exemple de contrôle. Je contrôle ma couleur de cordelette et là, je me sens à l'aise que les gens vont respecter ça. L'autre, c'est l'imprévisibilité. Donc, comment on peut faire en sorte que les activités vont être prévisibles? Donc, dites-les d'avance que, dans le fond, on refait le bingo comme avant. On a distancié les chaises. On va préciser toutes les consignes sanitaires qui vont être en place. C'est des éléments qui vont rendre ça plus prévisible et donc diminuer le stress. L'autre élément, c'est la nouveauté. Donc, le plus possible au début, peut-être faire des activités que vous faisiez déjà. Donc, les gens, ça va être familier pour eux, donc c'est moins stressant. Et l'autre élément, c'est l'ego. Les gens, ils ont très peur de faire rire d'eux autres. Ils ont très peur de se faire ridiculiser. Et donc, il faut donc beaucoup respecter les gens qui vont vouloir garder le masque, donc pas rire d'eux, pas niaiser là-dessus, créer vraiment un espace sécuritaire.
Et mes collègues psychologues disaient qu'au début, là, il faut quasiment même dire, genre, on ne parle pas de COVID. L'idée, c'est on vient ici pour avoir du plaisir, se retrouver ensemble, faire une activité ludique et on n'est pas là pour déblatérer sur la COVID, les vaccins, etc. Ça crée un espace, en tout cas pour le moment, un petit peu plus sécuritaire et moins stressant pour les personnes. Mais ceci dit, je pense que c'est vraiment le respect des variations individuelles qui va être très, très important. L'autre élément, Sonia Lupien me disait, il va y avoir l'effet plancher de danse, OK? Plancher de danse? Oui, l'effet plancher de danse. Est-ce que vous imaginez, mettons, dans un mariage, là, puis là, c'est le temps de la danse, puis là, la musique en bas, tout ça, mais le plancher de danse reste vide. Mais là, ça prend juste 2, 3 danseurs qui ont le goût d'aller, puis là, ils se font aller, puis là, oups, ça prend pas longtemps, puis les gens vont venir les rejoindre. OK? Ce qui peut se produire, là, c'est que vous allez faire des premières activités, puis il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde, OK? Mais elles sont importantes d'être tenues, ces activités-là, quand même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, parce que les gens plus craintifs vont vous observer. Ils vont observer comment ça se passe. Ça se peut qu'ils vont vous prédire toutes sortes de choses. Ils vont dire, tout le monde va être malade, ça va finir tel ou tel. Et quand ils vont voir que, dans le fond, ça se passe bien, que c'est sécuritaire, là, ils vont plus vouloir venir vous rejoindre. Donc, ça va être l'effet un peu plancher de danse, c'est ce que prédit Sonia Lupien. Donc, donc, il faut juste briser la glace, effectivement, puis le faire d'une manière respectueuse le mieux possible. Une des pires affaires, ça serait que quelqu'un qui arrive avec un masque se fasse ridiculiser, là. Ça, là, c'est sûr que c'est le mot va se passer, puis personne qui va oser venir. Il faut vraiment beaucoup respecter le choix de chacun, puis voilà. Johnny, si tu veux bien, je demandais à Patricia s'il y a des commentaires que les gens ont fait ou des questions. Ça va te permettre de reprendre ton souffle aussi. Ben, c'est sûr que tes diapositives sont très parlantes, hein, Janie, puis il y en a beaucoup qui nous demandent si ça serait possible. C'est sûr qu'en allant sur Internet, là, en faisant je sur vais vous les Google envoyer. les 3 passeports, parfait. Je vous l'envoie, puis vous le ferez suivre à tout le monde là, si vous souhaitez. Ouais. Super. Puis aussi pour rassurer les gens, on a un atelier au congrès on va en reparler au congrès l'après-midi. On a un atelier là-dessus. Donc, c'est du matériel que vous allez avoir vraiment accessible. Surtout pas s'inquiéter pour ça. Pour les questions, c'est sûr que les gens commentaient un peu par rapport au tout début aussi. Qu'est-ce que tu disais? C'est comme l'importance de connaître son monde. Quand tu parlais de faire du 1 à 1. Donc, oui, il faut connaître les gens. Il faut connaître son blog finalement. L'affaire de déléguer, c'est sûr que ça parle beaucoup aux gens, mais oui, il faut faire confiance, il faut tolérer les erreurs, mais aussi, il y en a qui mentionnent des fois, on a peur de perdre son pouvoir. Mais là, tu as donné des trucs là-dessus, donc je pense que ça a bien répondu. Il y avait une des questions, c'est comment on fait quand on propose des affaires puis qu'on se fait refuser? Comme, admettons, les locataires, ils vont dans une rencontre, ils proposent au comité des changements, des nouvelles activités, puis ils se font toujours dire non. Ça, c'est très démotivant. Donc, comment on fait pour gérer ça, de se faire refuser toujours les propositions qu'on amène et quand même de rester motivé? Ça, c'était une des questions, je pense, qui pourrait aider plusieurs personnes, là, parce que c'est difficile d'arriver avec une bonne idée puis de se faire dire non. Donc, comment on gère ça? Bien, c'est sûr, ben oui, mais je comprends. Effectivement, c'est très démotivant. Mais effectivement, je pense qu'il faut essayer de comprendre c'est quoi les raisons pour lesquelles on a un non, puis d'essayer de se faire une stratégie pour contourner ça, puis essayer d'enlever les inquiétudes qui pourraient justifier le fameux non en question. Effectivement, mais je pense que aussi, des fois, ça prend beaucoup de la patience. Des fois, ce n'est pas la première demande qui va réussir, mais je pense qu'après, il faut aussi se trouver des alliés. Quand on est tout seul pour faire une demande, c'est beaucoup moins fort que quand on est plusieurs personnes qui font cette demande-là également. Je pense se trouver des alliés, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi les raisons du non. Là, effectivement, moi, je n'ai pas tant de recettes comme ça. Je vous ai dit, ça a pris 4 ans pour essayer d'avoir le fameux présentoir aciculaire, mais on n'a jamais réussi. Puis, on a travaillé fort là-dessus. Donc, ça ne marche pas à tous les coups. C'est vrai que c'est dur de rester motivé dans ce temps-là. Je vous comprends tout à fait. Parce que la motivation, dans le fond, là, ça naît de différents éléments, notamment le sentiment de compétence qu'on va être capable d'atteindre notre objectif, les succès passés, ce qu'on a réussi à le faire dans le passé, et puis l'espèce d'objectif commun. Fait que dans le fond, c'est sûr que si on se fait toujours dire non, il faut essayer de travailler son argumentaire, j'imagine, à ce moment-là, pour essayer de voir comment on pourrait convaincre les autres personnes.
Mais que ce soit entre locataires ou les locataires face à l'office, je pense que c'était l'action collective, comme tu disais, le faire à plusieurs et persévérer, c'est deux des ingrédients clés, effectivement. Bon, ça tombe bien, ça va introduire le dernier bloc. Il nous reste peut-être une vingtaine de minutes, mais la plupart des locataires qui nous écoutent là, sont actifs dans des associations, dans des comités consultatifs ou sur le CA de leur office. Puis donc, la question de travailler en partenariat avec l'office, c'est quelque chose qu'on n'y échappe pas. On peut faire un certain nombre de choses dans nos salles communautaires, mais quand on veut des changements, des améliorations dans notre HLM, il faut le faire avec l'office. On a besoin de la participation de l'office. Bon. Et 2 points, peut-être. Puis tantôt, tu montrais des dessins. Tout le monde dit pour travailler ensemble avec l'office, il faut travailler d'égal à égal. Il faut être dans des comités avec eux autres, il faut se parler, il faut s'asseoir ensemble, la direction de l'office. Il y a beaucoup de petits offices où tu as juste un directeur ou une directrice. Là, je pense que c'est 120 offices. Ou tu as des plus gros offices. Mais on veut s'asseoir avec les gestionnaires d'égal à égal. Puis eux autres aussi, ils disent ça. Ah oui, on va travailler d'égal à égal. Mais tantôt, je regardais tes dessins. Là, être d'égal à égal, tu sais, quand ça ne se fait pas tout seul. Là, ça ne se fait pas tout de suite. Ce n'est pas parce que tu es dans la même salle, une fois que l'office te présente les affaires, puis tu dis, regardez, on prend des exemples. Les rénovations, c'est ça qu'on veut faire. Voici notre plan. Ou les règlements, c'est ça qu'on veut faire. C'est pas parce que tu une rencontre une fois, puis qu'ils te rencontrent juste une fois, que ça se règle là, en disant c'est réglé. On a eu une rencontre d'égal à égal, puis c'est réglé. C'est plus compliqué que ça. Là. Ça s'appelle l'information. Il faut égaliser le pouvoir. C'est de la non-participation, ça, effectivement. Mais travailler d'égal à égal, effectivement, c'est que il faut que les privilégiés, ceux qui ont le pouvoir, décident d'en donner aux locataires. Pour être d'égal à égal, effectivement, vous pouvez bien vouloir être d'égal à égal, mais si les gens qui ont le pouvoir ne souhaitent pas. Après, des fois, il y a des discours un peu creux, c'est-à-dire les gens, oui, on va être d'égal à égal, mais dans les faits, c'est pas ça. Là. Donc, je pense que ça prend aussi une masse critique. Donc, il faut être nombreux. Ça, je le répète tout le temps, mais l'espèce de masse critique là, pour justement affronter créer un rapport de pouvoir qui soit plus égalitaire. Je pense aussi, s'ils veulent être d'égal à égal, c'est de leur demander concrètement, c'est où qu'on aura le pouvoir, là? Comment qu'on peut décider, comment les décisions vont être prises. Parce que qui dit pouvoir, dit décision. Donc, qui décide? Parce que si c'est le DG qui décide tout seul, bien là, il n'y a pas un réel pouvoir du côté des locataires. Fait qu'il faut négocier qui décide. Puis après, quand vous avez décidé qui décide, bien, c'est vraiment de se créer une masse critique de locataires pour faire l'effet un peu de représentation. Parce qu'encore une fois, si c'est juste un locataire qui arrive, mais il faut qu'il soit backé par toute une masse de locataires qui est derrière lui. Là. Fait que c'est ça. Puis je pense que pour travailler d'égal à égal, tu sais, les offices, ils montent des dossiers. Hein? Ils ont accès à toutes sortes de professionnels pour les aider. Pendant des semaines, des mois. Des mois, ils ont de l'argent. Tout le monde est payé pour faire ça. Vous autres, vous n'avez pas une scène, mais il faut quand même monter des dossiers. Il faut monter des dossiers, montrer c'est quoi votre point, aller trouver des alliés, de la recherche, aller trouver des alliés. C'est vraiment d'avoir différents alliés pour créer votre plaidoyer, votre dossier. C'est avec ça que vous allez essayer d'avoir de la négociation. C'est une négociation. Donc, les 2 locataires ou les 3 locataires au CA de l'Office, seuls, ils peuvent être très intelligents et très motivés, là, on en connaît plein, mais ils sont juste 2 ou 3 au CA. Vaut mieux, quand ils sont au comité consultatif des résidents et qu'ils sont 10, 15, 20, déjà, ça fait plus de tête, plus de force. Il y a le nombre, il y a l'information. Donc, je comprends que faut que l'Office, si on veut égaliser, là, être d'égal à égal, il faut que l'Office qui a des connaissances, l'information, il faut qu'il y ait partage avec les locataires. Il faut qu'ils nous laissent le temps de la digérer, de la comprendre, de la posséder. Après ça, on peut discuter puis prendre des décisions ensemble. Mais s'ils ne nous donnent pas l'information, s'ils ne nous laissent pas le temps de la digérer, il manque un bout, on n'est pas d'égal à égal. Idéalement, il faudrait que vous auriez un budget, vous aussi, pour aller chercher vos propres données. Parce qu'à un moment donné, là, moi, je vous le dis tout de suite, là, la science, là, c'est inexact, c'est biaisé, puis c'est rempli de valeurs, OK? Les gens idéalisent la science, là. La science, c'est pas vrai que c'est objectif, OK? C'est subjectif. J'ai eu un gros débat avec le scientifique en chef il n'y a pas longtemps, public, là, devant. Mais donc, on peut faire dire différentes affaires aux données scientifiques. Ça dépend comment on pose les questions,
à qui on donne la parole. Il y a plein des éléments, là. Donc, il faudrait, vous aussi, que vous ayez la chance d'aller chercher vos propres données et d'essayer, en tout cas, ça dépend c'est quoi la situation. On est vraiment dans l'espèce d'abstraction, là. Mais donc, de monter vos propres dossiers, ça serait essentiel pour moi. Fait que si c'était d'égal à égal, on rêve, là. Vous auriez votre propre budget, vos propres employés pour aller faire les données, la collecte de données. Sinon, vous pouvez demander à des chercheurs comme moi, on a eu déjà des collaborations, mais tu sais, d'essayer d'apporter les choses à la table et là, de négocier. Okay. Ou pour une association, pour un CCA, au moins de demander l'aide de la fédération pour savoir ce qui se fait dans les autres offices. C'est ça. Avoir plus d'informations. C'est ça, avoir toutes les informations qu'il faut, comme l'Office les a. L'Office a beaucoup d'informations. Il faut que les locataires aient accès aux mêmes informations ou à des meilleures. Okay. Il y a souvent, ça. Un répertoire de bonnes pratiques, ou tu sais, des fois, il va dire non, je ne peux pas. Oui, mais c'est fait ailleurs, là, allô? Là, ça devient OK, bien là, comment ils font, comment ils s'y prennent ailleurs pour réussir à le faire, parce qu'en principe, on a tous le même paramètre réglementaire, la loi est la même pour tout le monde. Fait que s'il y a des best practices quelque part, bien, il faut être capable de les généraliser, on appelle ça la mise en échelle, la mise à l'échelle. Puis pour qu'il y ait un bon partenariat, là, moi, je pense qu'il faut que, je ne sais pas si mon exemple est bon, là, je ne suis pas un psychologue communautaire, là, mais ça doit être un peu comme dans un couple, c'est-à-dire qu'il faut que chacun y trouve son compte. Ça ne peut pas juste être un qui gagne tout le temps puis l'autre qui n'a jamais rien. Il faut que les deux y trouvent le compte. Puis, on peut dire qu'il faut qu'il y ait… Tu sais, comment tu fais pour combiner… Tu sais, je regarde à Québec, le CCR de Québec ou à Montréal, on réussit à mettre sur pied des comités conjoints, locataires, office, pour travailler là, à préparer des plans, des projets, des règlements. On fait ça ensemble. C'est long, ça prend du temps. Des fois, ça prend 6 mois, 1 an. Puis là, mais il arrive un moment donné où ça se fait tout ça, combiner les savoirs. Tu sais. Les locataires ont des idées, les offices ont leurs idées, c'est comme des cultures différentes. Puis à un moment donné, il faut que tu acceptes de mettre ça ensemble, là, vraiment de combiner. Mais ça, c'est un petit peu comme d'accepter de déléguer. Tu sais. Comment on peut… Faut-tu que nous, des fois, on se met dans les souliers des offices. Il faut que les offices se mettent aussi dans nos souliers. Tu sais, comment tu convaincs là, de quelqu'un qui a le pouvoir de dire OK, là, on va combiner nos affaires, là, on va faire un compromis, on va prendre de vos affaires, puis vous prenez des nôtres. Cette conciliation-là, là, tu disais mettre de l'eau dans son vin de part et d'autre. Comment on peut les convaincre, les offices, de jouer ce jeu-là? Bien, en fait, c'est parce qu'il faut que les offices réalisent qu'ils ont une partie des connaissances, c'est-à-dire souvent, c'est des connaissances plus techniques ou de gestion, ou whatever, mais que les experts de vécu, c'est les locataires. Les gens qui ont le savoir de c'est quoi vivre en HLM, c'est pas eux autres, je m'excuse. Donc, ils ont tout un pan de savoir, c'est des savoirs importants, essentiels, qui doivent être croisés avec les leurs pour trouver la meilleure solution. Moi, je travaille en approche de croisement des savoirs où non seulement il y a les professionnels, il y a nos experts de vécu, mais il y a les chercheurs aussi. Et donc, il faut partir du base qu'il n'y a pas de hiérarchie des savoirs. C'est des savoirs complémentaires qui sont essentiels toute la gang. Donc, de penser que le professionnel, parce que lui, il a un diplôme, là… Le technicien en bâtiment, là, c'est lui qui décide. Souvent, on se fait dire dans les offices, c'est le technicien en bâtiment du centre de service qui décide. Ben oui, mais c'est ça. Il devrait, lui, être au service des experts de vécu qui vont vivre dans ces logements-là. Donc, pour moi, ça ne fait pas sens. Et ça parle juste du phénomène de privilège, puis du fait qu'ils ne regardent pas leurs privilèges, puis qu'ils ont l'impression qu'ils sont dans l'erreur de penser que leurs savoirs sont meilleurs que ceux des experts de vécu. Les experts de vécu, c'est un savoir qu'on ne peut pas avoir autrement que d'avoir vécu en HLM, puis c'est quelque chose qui devrait être justement, pour que ça devienne des savoirs, c'est que ça dépasse l'expérience individuelle. Hein? Ça devient formaté, discuté, formalisé un peu ces savoirs-là, apporté à la table et croisé d'une manière égalitaire, c'est ça. Mais je pense que le gros du chemin, c'est pas tant les locataires qui ont à le faire, c'est des gens qui ont le pouvoir. Là. Fait que je pense que je me suis trompée de cible. Là, ça fait 7-8 ans que je travaille beaucoup avec les locataires, j'ai appris beaucoup. Mais là, à un moment donné, il faut que j'essaie de plus travailler dans l'esprit des gens qui ont le pouvoir. C'est là que ça joue. C'est une responsabilité partagée. Il faut que les locataires se mobilisent et s'expriment, mais il faut que les gestionnaires veulent bien les écouter et travailler ensemble. Oui, puis éventuellement, il faudrait que ça soit dans la loi, ça. Tu sais, vraiment parce que même l'appellation du CCR, là, ça devrait être plus que consultatif. Là, tu sais, si on rêve, là,
pour le moment, c'est un comité consultatif, là, mais éventuellement, c'est un comité de partenaires citoyens ou un comité, en tout cas, on peut rêver à une autre appellation. Puis en changement social, si on n'a pas de rêve, on va nulle part. Là. Fait que c'est correct d'avoir des rêves, des dystopies. C'est ce qui donne un peu la direction au changement qu'on souhaite aller. Puis ça se peut qu'on n'y arrivera pas demain matin, mais on vise ça pour les prochaines décennies. Il faut avoir des projets. C'est ce qui tient en vie. C'est bon. Écoute, il nous reste une dizaine de minutes peut-être pour parler justement, parlant de projets, quels sont tes prochains projets en HLM? Je sais que tu travailles sur la question des préjugés, entre autres. Puis, tantôt, tu parlais de pères chercheurs d'impliquer. Donc, c'est quoi tes projets de recherche? Puis, quelle place les locataires de HLM ont là-dedans? Ils peuvent avoir? Bien, on a plusieurs projets en cours, puis on en a qui ont été déposés, on va sûrement les avoir. Bien, on a un projet actuellement, là, c'est le gouvernement, notamment le ministère de l'Habitation. C'est quoi le nom du ministère qui s'occupe de… Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Bon, ils sont les bailleurs de fonds. OK? Ils ont donné des sous pour qu'on évalue, qu'on compare les programmes de logement social. Donc, on compare les gens qui vivent… pas les gens, mais on compare l'environnement HLM à l'environnement coop d'habitation, à l'environnement OBNL d'habitation, puis à l'environnement plus PSL sur le marché privé. Puis on a fait des entretiens, peut-être certains d'entre vous ont participé de récits de vie avec des locataires pour voir, dans le fond, comment on pourrait améliorer les programmes de logement social actuellement au Québec. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, qui va se terminer en 2023. Il y aura un grand forum où vous serez conviés là, pour essayer de prioriser les changements à apporter au programme. Donc ça, c'est une étude qui est en cours. On fait une autre étude actuellement où on développe une intervention de 3 rencontres qui vise à lutter contre les préjugés à l'égard des personnes qui reçoivent des prestations d'aide de dernier recours. C'est le groupe de la population qui a le plus de préjugés à leur endroit. Et donc, on essaie vraiment de mettre en valeur justement les savoirs d'expérience des personnes qui reçoivent ces prestations-là avec les savoirs scientifiques et donc animer 3 rencontres de 90 minutes où on veut changer les préjugés. Pourquoi qu'on veut changer les préjugés? Parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que les programmes d'aide de dernier recours changent le montant de leurs prestations, changent le fait que c'est une personne, 2 personnes, un chèque. Là, tu sais, quand il y a des familles, on veut que ça soit une personne, un chèque. On veut augmenter la quantité des avoirs liquides. En tout cas, donc, on a des revendications. Et pour y arriver, il faut qu'on ait l'opinion publique derrière nous aussi. Et donc, pour le moment, l'opinion publique n'est pas favorable. Dernier projet en date, Robert y participe, on a déposé ça. C'est un projet qui va servir à regarder s'il y a des préjugés à l'égard des personnes en situation de pauvreté dans les politiques, notamment les politiques de logement, puis les politiques d'aide de dernier recours. On pense qu'il y a beaucoup de préjugés insérés dans les politiques qui nuisent justement aux personnes. Et tous les travaux que je vous ai décrits là travaillent avec des pairs chercheurs. Et donc, les pairs chercheurs, c'est nos fameux experts de vécu qui participent à toutes les étapes de la recherche. Donc, ils sont nombreux. Comme dans l'étude sur le logement social, ils sont 12. Donc, 12 locataires de logement social qui nous aident à concevoir l'étude, qui nous aident à interpréter les résultats, qui nous aident éventuellement à diffuser les résultats par la suite. Et donc, c'est vraiment ma manière de fonctionner. Puis moi, j'ai une chaire de recherche. Puis habituellement, les chaires de recherche, tu sais, c'est très prestigieux avoir ça. On te le donne à toi. Tu sais, tu es la privilégiée que la chaire. Donc, moi, j'ai décidé de faire un comité de gouvernance sur lequel il y a 5 personnes en situation de pauvreté qui prennent des décisions sur comment on va investir l'argent de la chaire puis qu'est-ce qu'on va faire comme activité. Donc ça, c'est une manière que j'ai de redonner un petit peu du privilège qui m'a été donné, comme je vous expliquais au début de naissance, là, à des personnes qui ont eu moins d'avantages pour qu'ils prennent plus de pouvoir dans les agendas de recherche. Parce qu'à l'heure actuelle, la recherche s'est menée quasiment par et pour des gens privilégiés, puis il n'y a pas suffisamment de personnes qui nous aident à choisir nos questions de recherche et à faire des projets qui aient plus de sens pour eux. Donc, c'est un peu mon petit cheval de bataille. C'est fort intéressant. Il y a des pairs chercheurs aussi à l'international qui collaborent. Donc, c'est très stimulant. Voilà. Écoute, Jenny, moi, j'ai trouvé très intéressant là, la discussion qu'on a eue. Ce qu'on pourrait faire, comme il nous reste peut-être une dizaine de minutes, on pourrait peut-être donner la parole à des gens qui auraient le goût de commenter ce que vous avez entendu. Fait que la parole est à vous. S'il y a des gens qui veulent lever la main puis dire ce que vous avez apprécié, moins apprécié, je n'y vais pas là. Lucien? Oui, une question, Madame Moule. Allez-vous être au Congrès?
Oui, j'ai été invitée, j'ai eu bien de la chance. Oui, Merci beaucoup. On va se parler. parfait. Oui, Janie va être une des conférencières. On fait une plénière le vendredi après-midi. Il va y avoir différentes personnes qui vont prendre la parole, puis Janie va être acceptée d'être du groupe. On la remercie. Ça fait que des commentaires sur la rencontre d'aujourd'hui? Avez-vous apprécié? Micheline Lamoureux. Micheline? Oui, 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 oui. Bonjour tout le monde. Merci, Janie. Super, super intéressant. Tu parlais au début de reprendre le pouvoir. Moi, quand je suis arrivée ici à HLM, je sortais d'une dépression majeure. Et puis, bon, j'ai pris des postes dans l'association, tout ça. Après ça, j'ai été élue au comité de sélection. Mais là, les gens du bloc, au lieu de m'encourager, de me féliciter, tu sais, j'ai pas pris ça pour avoir des fleurs, mais tu sais, ce qui circulait, là, ben, pour qui qu'elle se prend, elle? Ah, ben, garde-la donc encore, là, tu sais. Penses-tu qu'elle est meilleure que les autres? Fait que c'était tous des commentaires négatifs qui m'ont affecté énormément. Ça a pris beaucoup de temps avant que ça tombe sur mes épaules comme sur le dos d'un canard, là. Mais moi, je me dis, si on pouvait sensibiliser les gens à ça, il y a quelqu'un qui a un poste ou même qui n'a pas de poste, mais arrêter de toujours caler tout le monde, de démoraliser, de taper dessus, là, tu sais, essayer d'avoir le bon côté. Ah, ben félicitations. Ah, c'est le fun. Tu sais, des choses comme ça. Il me semble que ça serait beaucoup plus encourageant pour ceux qui ont des postes, mais pour ceux qui voudraient faire plus aussi, au lieu de se sentir tout le temps calé par tout le monde. Merci. Ça me touche beaucoup ce que vous dites. Effectivement, je trouve ça très, très décevant ou triste là, que des gens qui décident de donner de leur temps bénévolement, de prendre, ils soient dénigrés de la sorte. Effectivement, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est peut-être important. C'est encore cette idée de bienveillance, de compassion, de fierté collective que des gens qui prennent le temps d'investir pour le bien commun. Je pense que c'est vraiment déplorable que ça se produise, mais ce que j'entends, c'est que vous avez quand même persévéré. Donc, félicitations pour ça, puis merci pour votre investissement pour le bien commun. Oui, ça fait maintenant 15 ans que je fais du bénévolat pour l'Office. Je ne lâche pas. Bravo. Merci. Je continue à donner la parole. Il y a plusieurs personnes qui veulent intervenir. Fait que je vais vous demander d'être bref dans la mesure du possible. Solange, Aubin. Oui, merci beaucoup, Madame Hull. J'ai bien aimé. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses. Je vais essayer de mettre beaucoup, essayer de faire de mon mieux encore plus et puis d'attirer beaucoup de monde dans les activités. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Merci pour votre implication, Madame Aubin. Merci. Merci. Gabrielle Couture. Bon, mais moi, j'ai appris, dans un sens, à arrêter de faire du racisme sur ce que l'on ne connaît pas, de voir les gens différemment. Des fois, je refaisais en arrière des autres, là, je ne le refais plus. J'arrive à l'OMH, à Trois-Rivières, très bien. J'explique mon cas. Si jamais ils disent qu'on n'est pas vraiment consulté, je dis de mettre mon nom au PV, même s'ils ne le mettent jamais. Mettez-le, mon nom, dites-lui que je ne suis pas d'accord. Je suis revenue, j'ai dit, allez-vous nous écouter? Non, mais mon nom devrait rester là. Puis j'apprends aussi à dire aux gens que peu importe, je me promène des fois avec un monsieur très dangereux qui ne m'a jamais attaqué, je m'en vais au métro avec lui, mais je sais qu'il a déjà attaqué des gens. Tu sais, j'essaie d'être le plus positif possible, puis prendre conscience qu'un jour ou l'autre, moi aussi, je pourrais être comme eux. Puis j'aimerais ça qu'on apprenne à respecter l'être humain comme un être humain et non comme je ne sais pas trop quoi. Puis j'ai déjà dit à l'OMH de Trois-Rivières, avec tous les bénévolats que je fais, si j'aurais un salaire, je serais millionnaire aujourd'hui. Tout à fait. Vous êtes une femme courageuse. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci. José Trottier, de Montréal. Merci, Janie. Je suis content de t'avoir entendu et de voir que je ne suis pas seul au monde. On a les mêmes idées, les mêmes pensées, surtout en ce qui concerne le CCR. Il devrait y avoir une meilleure définition par la SHQ avec un rôle prépondérant de dire, écoute, est-ce qu'on l'appelle encore comité consultatif des résidents? Parce que si on se fait consulter,
ça s'arrête à la consultation, mais comme tu as dit, c'est de l'info, c'est pas de l'égalité. Ça, c'est important. Puis le fait du citoyen aussi, comme tu as dit, c'est vrai, parce qu'à tous les niveaux de sphère, avec les jeunes à Montréal-Nord, tu vois, on a eu plein de problématiques et tout ça. Mais à un moment donné, j'ai dit, arrêtez de leur proposer, invitez-les, puis consultez-les. Mais ce que je déplore, c'est, on l'a fait. Il y a 8000 jeunes, il y en a 10 qui sont venus, ils ont pris les décisions. Ben là, tu sais, et ça, même des fois, sur tous les paliers, c'est important. Puis continue avec ton projet, puis bravo pour ton partage de ta charte, de ta chaire, excuse. Merci beaucoup. Merci, M. Trottier. Maintenant, Roland Actil de Saint-Hyacinthe. Bonjour, Jenny. Je suis bien content de te connaître, puis je suis d'accord avec vous de toute l'information que tu donnée. On a commencé avec le flash sur le quartier. Flash mon quartier, oui. C'était bien de prendre le projet-là. Puis en même temps, si le monde il veut aller chercher les 3 passoires, ils peuvent aller le chercher sur Google. Les 3 passoires de Socrate. C'est ça. Merci pour ça. Bien, merci à vous, M. Anctil. C'est vous qui nous avez fait connaître ces 3 passoires-là. Vraiment, c'est Stéphanie qui m'a dit que vous lui aviez parlé de ça. Je ne les connaissais pas avant. Donc, merci à vous. OK, bonne journée. Monsieur Yves Gariepi, de quel endroit vous êtes, M. Gariepi? Montérégie, Longueuil. Hey, salut Yves, trop content de te voir. Ami. Salut. Félicitations. Tu m'étonnes toujours et de façon extraordinaire. Tes paroles et ta façon de présenter simplement, on vulgarise, mais sans que ça soit vulgaire, c'est un exemple d'empowerment. La façon que tu parles, ça ne rabaisse pas les gens. J'aime aussi que tu emploies des mots positifs la plupart du temps, même quand tu parles de certains problèmes avec les OMH, là, tu ne leur tires pas dessus, tu dis juste qu'il y a des difficultés, mais bon, patati patata. Fait que ça ne crée pas des ennemis. Fait que c'est formidable, extraordinaire, fantastique. Moi, je déménage dans à peu près 1 an dans une coopérative d'habitation et de solidarité de la Seigneurie. Fait que je te réitère mon offre dans un de tes projets de recherche. Comme j'ai habité 12 ans ça va faire 13 ans à HLM. Puis avant, j'avais habité dans des coops à Montréal et là, je retourne. Fait que je pourrais être un père chercheur ou en tout cas comme ça. Un peu comme j'ai fait pour les outils d'aide aux Les outils, le cas. Yves et moi, on a travaillé avec d'autres à élaborer un coffre à outils pour hommes. C'est 6 ou 7 outils vraiment très concrets pour améliorer l'aide aux hommes. Donc, merci beaucoup, Yves. Je retiens ça, je vais te faire signe. OK, merci. Merci. Bravo encore. Super. Et on va terminer avec Suzanne Payan. Suzanne, tu es la dernière à intervenir de Montréal. C'est bon. Félicitations à votre travail, j'adore. Ça correspond aussi à mon image que j'ai déjà. J'aimerais ça qu'on puisse faire, tu sais, les offices nous font toujours des sondages avec les cassés qu'ils reçoivent sur la réparation, autres, tout ça. On devrait faire nos propres sondages à nous avec nos associations et secteurs et les comparer entre les deux. On verrait vraiment la différence qu'il y a entre les deux. Et on devrait faire une image de toutes les connaissances qu'on a avec l'aide de nos associations parce qu'il y a énormément de connaissances parmi les locataires. Ben wow, vous avez un esprit de chercheur, là, vraiment, là, vous me tentez, là. Il va y avoir des beaux projets de recherche qui pourraient être faits, tout à fait. Merci beaucoup. C'est une bonne idée, effectivement, de mettre en valeur les savoirs d'expérience des associations de locataires, puis d'en faire comme une sorte d'image, là. Souvent, une image vaut 1000 mots, alors ça pourrait être fort intéressant. Merci beaucoup pour la suggestion, puis on va essayer de travailler ça avec Robert. Moi, j'ai l'intention de faire une collaboration de longue date avec la Fédération des locataires, donc on aura plein d'opportunités de travailler ensemble. Merci. Ben écoute, je ne sais pas, Janice, c'est ton mot de la fin, si c'est le cas. Oui, je pense que ça termine bien. Là. Excellent. Ben, en tout cas, moi, je te remercie beaucoup au nom de tout le monde. Je regarde le nombre de commentaires qu'on a eu dans le chat. Depuis qu'on fait des discussions en Zoom, on n'a jamais eu autant de commentaires. Donc, tes interventions ont suscité beaucoup de réflexions de la part des gens. Là, je pense que tout le monde a bien apprécié. Donc, on te remercie énormément. On te remercie aussi de venir à notre congrès pour poursuivre la discussion.
pour ceux ou celles qui ça intéresse, la discussion qu'on a eue aujourd'hui va être enregistrée, va être mise sur notre site. Donc, s'il y a des locataires qui n'ont pas pu y assister, gênez-vous pas pour nous dire qu'ils peuvent en différer, prendre connaissance de l'entretien qu'on a eu. Un petit mot peut-être pour la semaine prochaine, c'est notre ami Annick qui va animer une discussion au profit des associations de locataires mercredi prochain. Puis je sais qu'on va discuter de comment ensemble, on élabore des projets pour obtenir des grands projets, des petits projets, là, mais comment faire ça ensemble, comment mobiliser les locataires dans cette démarche-là. Puis on va aussi discuter des assemblées générales annuelles, comment faire des assemblées générales annuelles qui sont intéressantes, qui sont le fun, qui ne seront pas juste formelles et plates, puis qui vont être démocratiques. Donc, c'est les sujets de la semaine prochaine. Là-dessus, merci tout le monde. Merci à tous ceux qui ont assisté. Là. C'est le fun. Il y a beaucoup de locataires de beaucoup d'endroits. Il y a aussi des intervenantes communautaires. On apprécie beaucoup. Écoutez, je souhaite une bonne semaine à tout le monde et un bon dîner.